Salut les mordus, on est mercredi, c'est enfin notre épisode live, tranche de vie d'un investisseur immobilier. J'ai le grand plaisir ce soir de vous accueillir avec mon bon ami Patrice Ménard. Bonsoir Patrice. Salut Jocelyn, bonjour à tous. Habituellement on a du scotch. Mon ami Patrice est très discipliné, donc ce soir on va boire une recette de Sana. C'est Sana qui m'a montré ça. Donc, on a de l'ESK, l'OSK, qui est la meilleure eau possible, là, la moins alcaline. Et puis, on a fait un petit mélange framboise et citron. C'est bien. C'est ça qu'on boit ce soir. En effet, Sana a des bonnes recettes sans alcool. Donc, là, on entend l'eau couler. J'espère que les gens n'ont pas envie d'aller aux toilettes. Donc, ce soir, on discute de marché multilogement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le multilogement locatif? On va demander à Patrice comment est-ce qu'on fait pour repérer les bonnes opportunités, quels sont les éléments à considérer. Nous aussi, ce qu'on veut savoir, qui est en ligne avec nous. Donc, c'est important si vous pouvez partager rapidement. Donc, partagez, puis en partageant, allez commenter, nous dire de quelle ville vous venez. Donc, gênez-vous pas pour les... ne vous gênez pas pour... OK, on est dessus, parfait. Ne vous gênez pas pour les questions. Patrice est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Super important de répondre aux questions des mordus. La mission des mordus est super simple. On va aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Donc, c'est vraiment le temps de prendre quelques minutes et de nous envoyer des belles questions. On a Marco Guérin qui a compris le concept. Félicitations, Marco. Donc, Marco nous dit bonjour, Jocelyn et Patrice. Bonjour. Oh, ça va vite. Bonjour, Jocelyn Patrice. En direct de Sherbrooke. Donc, on veut la même chose. En direct de Varennes, Marc-André Lavoie. Donc, gênez-vous pas, je ne pourrai pas tout vous nommer, là, mais c'est exactement le concept. Il faut savoir d'où vous venez. Vous devez justement commenter. Ça va nous aider à aller plus vite. Présentation de Patrice Ménard. Donc, Patrice Ménard, courtier multilogement. Selon moi, la référence au Québec en matière de marché du multilogement au Québec. Juste pour vous donner une petite idée, Patrice, j'ai rencontré il y a à peu près une dizaine d'années dans le club des investisseurs immobiliers. À l'époque, j'étais simple étudiant. Il venait donner des conférences. Il avait déjà beaucoup d'expérience en immobilier. Puis, on a réussi à tisser des liens avec nos conjointes pendant une semaine de retraite au Mexique, je pense. Oui, en Jamaïque la première fois. Exactement. 2011, je crois. 2012. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, on ne s'est jamais lâché. On s'est toujours suivi dans les clubs d'investissement immobilier, dans les soirées d'immobilier. Un mordu assidu, on le voit souvent commenter dans notre fil d'actualité. Il vient au 5 à 7. Ah, d'ailleurs, c'est l'endroit qu'on avait fait du scooter, tu te souviens? Oui. À Isla Mujeres. Isla Mujeres. Oui, on avait vraiment eu du plaisir. On en a parlé un petit peu dans ton auto la dernière fois qu'on a fait un clip ensemble. Écoutez, c'était vraiment drôle. Des gens propriétaires de centaines de logements tout ensemble. Donc, il y avait vraiment beaucoup de propriétés. Le groupe qu'on était, ça rassemblait beaucoup d'argent en volume de propriété. Puis on était sur des vieux scooters qui ne valaient pas 3 cents. Je pense qu'on a eu 2 crevaisons pour faire le tour d'une île. C'était assez extraordinaire comme aventure. Vraiment agréable quand même. On commence à avoir des gens. Oui. Donc, super important. Là, bonsoir Charles et Alain, Barbara. Donc, les gens comprennent. En direct du Libertas. Ne peut pas être plus direct que ça. Ben oui, c'est sûr. Lynn nous surveille aujourd'hui avec sa fille. C'est quoi le nom de ta fille, Lynn? Jada. Donc, bonsoir, Jada. On va avoir une belle petite gang ce soir au Libertas, justement, dans nos bureaux. Ils viennent nous rejoindre à partir d'à peu près 7h, 7h15. Donc, d'ici là, on va répondre à vos questions. On commence à avoir des gens en ligne. Ça va bien. Continuez. Vous pouvez aussi partager à votre réseau d'affaires, à votre réseau d'amis. Ça va permettre d'avoir de plus en plus de gens sur le réseau. Moi, c'est déjà fait. J'ai partagé sur ma page perso sur Patrice Ménard Multilogement. Parfait. On invite tout le monde à faire. Toute notre équipe fait la même chose. Donc, plus qu'on va avoir d'engouement, plus que ça va être facile là, de rejoindre des milliers de personnes. Puis souvent, des fois, la bonne question que vous n'avez pas pensé peut être posée par quelqu'un d'autre. Donc, c'est intéressant pour tout le monde que le groupe soit de plus en plus gros. Je vais aller par une première question maison. T'es prêt, Patrice? Absolument. Je ne vais pas trop vite, là? Non, tout va bien. Parfait. C'est juste que là, je regardais ça live en même temps. C'est pas une bonne idée parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. Parce que nous autres, on se voit, mais comme une seconde après. Ah oui, je viens de faire ça. Donc, on dit que le marché du locatif est moins profitable qu'avant. Par exemple, dans le passé, il était possible d'acheter un immeuble de 8 logements puis de le revendre avec un profit de 100 000 2 ans plus tard. Est-ce que c'est une situation qui existe encore dans le marché actuel? Oui, mais en même temps, ce que les gens, il faut qu'ils réalisent, c'est que la façon d'analyser les immeubles, la façon de trouver des deals, la façon qu'on regarde, qu'on analyse,
est différente. Il faut changer sa façon de faire parce que le marché évolue, le marché change, puis souvent les gens, mais je trouve rien, je suis pas capable de trouver de deal. C'est parce qu'ils travaillent encore avec des façons qu'ils ont appris là 10 ans ou encore même là 5 ans. Et le marché a monté tellement que présentement, la façon de déterminer des immeubles va au-delà de juste regarder les multiplicateurs de revenus. Le multiplicateur, il y a tellement de choses qui peuvent changer là, dans l'analyse d'un immeuble que le multiplicateur vient fausser à donner un petit peu. Là. Absolument, parce que souvent, on va être habitué, mais avant, on travaillait avec multiplicateur de revenus brut ou net, mais ce que les gens souvent font l'erreur, c'est qu'ils, exemple, ils vont partir à partir d'un tableur Excel, OK? Puis ils vont analyser les immeubles, puis il y a présentement toujours environ entre 6 et 700 propriétés en vente sur le marché au Québec, de 6 logements et plus. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Et à travers la province. Et les gens vont, sans blague, passer à travers les 600, puis ils ne sont pas capables de trouver quelque chose. Parce qu'ils s'arrêtent seulement au multiplicateur de revenus net ou au multiplicateur de revenus brut. Ils s'arrêtent là. Puis pourtant, faut sortir en tant qu'entrepreneur. C'est important de sortir un peu du tableur Excel, puis de regarder comment que le revenu net est généré. Puis quand, mettons, tu vas acheter une entreprise, on sort de l'immobilier, tu vas acheter un restaurant, tu vas acheter une business, peu importe, les gens vont vraiment avoir une mentalité d'affaires, d'aller regarder pas seulement le revenu net de la business, mais ils vont aussi regarder comment que le revenu net est généré. Puis quel potentiel qu'il y a autour de ça. Exactement, parce que est-ce que les revenus sont au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne? Est-ce que les revenus ont été boostés d'un restaurant parce qu'ils ont dépensé 50 000 par mois de publicité pendant les 6 derniers mois? Tu sais, il y a beaucoup de choses à regarder quand tu achètes une business. Quand tu arrives à l'immobilier, les gens, on dirait qu'ils perdent cette notion-là de regarder comment le revenu net qu'on a en ce moment, est-ce qu'il est bien généré. Puis lorsqu'on regarde un bloc appartement, bien, c'est ça qu'il faut. Il faut sortir du ratio et regarder comment ce ratio-là est aller en profondeur, comment il est généré. Donc, une petite enquête de... Oups, on est en train de perdre les micros. Pas de problème, on règle ça. Une petite enquête pour savoir, étude de marché si on veut, pour savoir c'est quoi la compétition loue à combien. Fait que la première chose à faire, c'est peut-être de savoir est-ce qu'on est capable d'augmenter ou diminuer les revenus. Ça va jouer sur notre revenu brut ou notre revenu net. Absolument. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va regarder dans les dépenses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, c'est sûr que dans les dépenses, il faut regarder exemple, l'assurance, tout ce qui est possible de chercher. L'assurance, premièrement, c'est chauffer propriétaire. Déjà, tu as le chauffage qui est habituellement la dépense qui est la plus facile à Donc, les dépenses d'énergie, on peut améliorer ça facilement. Énergie, les taxes, les assurances, la gestion. Il y a un paquet de dépenses. On pourrait rentrer en détail là, sur... tu disais que tu me proposais un immeuble. On va regarder ensemble. On peut rentrer en détail. Mais tu parles des taxes, modifier les taxes. Tu sais, souvent, les gens ils se disent « Ah, ben ça va baisser ma valeur à l'évaluation municipale, donc je ne veux pas baisser la valeur de mon immeuble. » C'est une fausse croyance, je pense. Absolument, parce que c'est rare que les gens vont se fier. Malgré que ça arrive encore souvent que les gens, mais l'évaluation municipale, tu as X montant. Honnêtement, de plus en plus de monde conteste les évaluations municipales, et puis avec succès d'ailleurs. Donc, c'est sûr que si on est capable d'enlever 2 000 sur un compte de taxes, 2 000 à 20 fois le revenu net, ça fait 40 000 déjà là. Oui, c'est sûr, ça va très, très vite. Ici, on a... OK. Ensuite, est-ce que tu peux nous décrire où est-ce qu'on va en venir quand on parle de bien acheter un immeuble? On regarde quoi en achetant bien un immeuble? On regarde juste le prix, on regarde l'état de l'immeuble, on regarde le secteur. C'est quoi la façon de bien acheter un immeuble? Ou c'est quoi le full deal package, là? Bien, premièrement, l'important, comme je dis, d'abord, bien sûr, le secteur, l'emplacement, tout ça au niveau de la plus-value va être important. Mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment, comme on parlait tantôt, de regarder le revenu net, puis comment il est généré ce revenu net-là. Okay. Puis aller comparer au marché, de bien étudier. Parce que souvent, lorsqu'on regarde une entreprise, tu as fait aussi le Business Mastery ou non, je n'ai pas fait encore avec Tony Robbins. Puis on a fait une formation il y a plusieurs années. Puis c'est un bon vulgarisateur. Puis il démontrait, quand tu regardes une entreprise, peu importe c'est quoi dans l'immobilier, il y a 3 cercles vraiment importants. Un, on a l'industrie. OK? Dans quelle industrie qu'on est? C'est à quel cycle de l'industrie qu'on est. Là, on sait qu'au niveau du multilogement, dans les dernières années, surtout depuis 2006, de 2004 à 2014, il y a eu une montée incroyable. Vraiment, ça a monté à plus de 7, 8, 10, 12 % par année. Donc, il y a
la première chose qu'il faut regarder, c'est l'industrie. Où qu'on est rendu présentement avant de regarder un immeuble? Est-ce que, exemple, les taux d'intérêt, les indicateurs de revenus bruts, les coûts par logement, ça, c'est une chose. Le deuxième point qui est important de regarder, c'est l'individu. OK? Fait qu'il y a 3 points. Tu as l'industrie, tu as l'individu. L'individu aussi, il faut regarder où est-ce qu'on est rendu dans notre carrière d'investisseur. Est-ce qu'on débute? Est-ce qu'on a déjà 300 logements? Est-ce qu'on a encore l'énergie pour optimiser les immeubles? Parce que souvent, les propriétaires vont avoir 300-400 logements puis ils ne veulent plus se casser la tête à prendre des immeubles pour les remonter. Alors, quand on commence, dans une industrie actuellement où qui plafonne depuis les 3-4 dernières années, au contraire, ça devient hyper important d'aller chercher des immeubles qui ont du potentiel. Donc, de bien suivre l'industrie, nous, en tant qu'investisseurs, il faut savoir ce qu'on est rendu aussi pour être capable de bien acheter. Et le troisième point, c'est le produit. Dans notre cas, on pourrait dire l'immeuble. Fait que tu as l'industrie, le produit et l'individu. OK. Et les trois sont en constante mouvance. OK? Ils sont pas au même stade, souvent, des fois. Tout le temps. Ça bouge constamment. En tant qu'individu, on a des hauts et des bas. On a des vagues, comme on sait bien. Montagnes russes, souvent. Et c'est important de bien se connaître. OK? Puis souvent, les gens sous-estiment la façon qu'on est rendu personnellement. Moi, dans mon entreprise, je me suis toujours formé. Le premier mentor que j'ai eu, c'était Rich Dad, Robert Kiyosaki, avec Rich Dad Poor Dad. J'avais lu un livre avec lui qui était le Père riche, Père pauvre, Rich Dad Poor Dad. Puis ensuite de ça, il y a eu Quadrant Flow, les cadrans. Ça a vraiment changé ma vie. Je suis vraiment intéressé à l'immobilier. Puis c'est là que je suis parti en immobilier, en tant que courtier. Et, donc toi, en suivant Rich Dad, tu as fini par dire c'est ça la voie que je veux suivre pour. C'est quand même une belle histoire. Tu sais, oui, mais à ce moment-là, je voulais investir, mais je n'avais pas un sou. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait à court terme pour vivre de ça? J'étais déjà dans la vente, j'avais été dans le domaine web avec Sana et tout. Puis, ce qui est arrivé dans les années 2000 avec le web. Fait à ce moment-là, j'ai lu le livre, j'ai été faire mon cours de courtier. Et là, on a commencé comme courtier immobilier. OK? Puis c'est vraiment Rich Dad, Robert Kiyosaki qui m'a intéressé à ça. Cependant, à ce moment-là, j'ai été faire mon cours de courtier et puis là, j'ai été faire un cours avec Jacques Lépine du Club immobilier. Et vraiment, là, j'ai frappé un mur parce qu'en tant que courtier, on est formé à faire des transactions, mais ça n'a rien à voir avec l'investissement immobilier. Ça n'a rien à voir. On ne connaît pas le langage d'investisseur. Fait que, honnêtement, j'ai frappé un mur parce que moi, je m'en allais au cours de Jacques Lépine, IMO 1 à ce moment-là, qui appelait ça, pour aller faire des contacts, pour aller chercher des clients. Et au départ de la première formation, là, je levais ma main souvent, puis tu sais, je faisais un peu le gars qui connaît tout. Et tranquillement, au cours de la formation, je me suis rendu compte que je connaissais absolument rien. J'étais complètement incompétent dans l'investissement immobilier. Donc, ta formation de courtier ne te permettait pas d'être un bon courtier en multilogement, dans le fond? Absolument pas, et encore moins être un investisseur immobilier. Souvent, les gens vont faire l'erreur, je vais aller suivre mon cours de courtier pour devenir investisseur, mais c'est vraiment une erreur totale. Maintenant, rendu là quand même, bien sûr, je suis un gars qui aime apprendre. Fait que bien sûr, Jacques Lépine, lui, ce qui est intéressant, c'est que j'avais tout le pourquoi de Rich Dad Poor Dad, de tous les livres, la connaissance qu'il y avait des séminaires, mais Jacques était le seul à ce moment-là à donner les cours, à parler un peu sur le terrain au Québec, comment ça fonctionne. Fait que, il m'a vraiment, ça a été mon deuxième mentor, Jacques, de vraiment m'apprendre à comment comprendre les chiffres, comment parler le langage d'investisseur. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir du succès en tant que courtier immobilier et multilogement parce qu'on a vraiment pris la courbe de se commencer on a commencé en 2004 comme courtier, je crois. En 2005, j'ai fait seulement du plex, c'est-à-dire du triplex et plus. En 2006, moi et Sana, on a décidé de vendre seulement du 6 logements et plus. En 2008, on a participé à Patrice Ménard Multilogement. On a fondé l'entreprise. La transaction était avec Sutton. Puis d'ailleurs, je tiens juste à remercier ma partenaire Sana Benzacourt, qui est peut-être à l'écoute en ce moment. Sana, vraiment, on a fondé l'entreprise ensemble. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la semaine passée, d'ailleurs, tu étais là, Justin, il y avait le Forum québécois. Il y a 2 semaines, il y avait le Forum québécois sur le multirésidentiel. Très, très, très intéressant, pertinent en plus. 600 personnes dans la salle. Et puis, toutes les grosses pointures au Québec dans le multilogement. C'est vraiment le plus gros rassemblement de multilogement. J'ai vraiment été impressionné. Et à ce moment-là, c'est Sana Stoney qui était la présidente d'honneur du forum. Et c'est vraiment intéressant parce que je me rappelle encore avec Sana, quand on est rentré, ça fait 13 ans exactement, c'est la 13e édition qu'on voit de ce forum-là. Ah ouais? Oui. Puis, il y a 13 ans, on était agents, les deux, avec Sutton. On est rentré dans c'était à ce moment-là, c'était au Reine-Élisabeth. On est rentré dans l'événement.
vraiment impressionnés, très gênés. On était juste les deux, puis on connaissait absolument personne dans le marché. Tu sais, on commençait, là, on faisait des duplex. Je peux confirmer que tout le monde vous connaît, là, ça c'est sûr. Absolument. Puis de voir Sana 10 ans après, la même semaine, au 10e anniversaire de l'entreprise, non pas seulement, tu sais, 10 ans avant qu'on était gênés en avant, puis on a serré quelques mains, on était impressionnés, mais 10 ans après, que Sana soit la présidente d'honneur du même forum, ça a vraiment fait un beau cheminement. Fait que, bien sûr, là, par la suite, j'ai eu plusieurs... bien sûr, l'histoire de l'entreprise, on a vraiment grossi ça. Mais tout ça pour revenir au fait que les mentors m'ont beaucoup aidé. Jacques Lépine. Par la suite, j'ai des gens comme que je suis beaucoup, comme Tony Robbins, des gens comme Grant Cardone, des gens comme Gary Vaynerchuk. C'est vraiment des gens que je suis religieusement, qui m'aident à développer. Je pense que Caroline va être d'accord avec toi pour Gary Vee. Oui. Non, mais c'est vraiment mon préféré, c'est vraiment Gary Vee. C'est vraiment, il est intense. Donc, on a parlé de l'industrie, on a parlé d'individus, fait que c'est important en tant qu'individu. Juste une petite parenthèse, les mentors, la formation, l'éducation. Donc, si on veut aider nos mordus, là, focuser là-dessus quand on commence. Là. Aller chercher un bon mentor, aller chercher de l'éducation, toujours chercher à apprendre. Même après 10 ans, vous êtes encore impliqué dans le forum d'investissement immobilier. Puis le forum, c'est quoi? C'est de donner de l'information aux investisseurs puis en apprendre plus sur le marché. À chaque année, on apprend un petit peu plus sur le marché. De toute façon, le marché change si on ne se tient pas éduqué. Mais il y a 2 jours, encore, j'arrive de Vegas en ce moment, puis on était voir Grant Cardone, 10X, une conférence, c'était extraordinaire, des conférences. Même si on est en avant, OK, on est, c'est ça, au nombre de transactions, numéro 1, on continue constamment d'apprendre. Puis c'est vraiment important en tant qu'investisseur parce que présentement, on a parlé du club immobilier, mais il y a tellement de formateurs présentement, tellement de formations. Chacune des formations a ses forces. Peut apporter quelque chose. Ah oui, absolument. Chacun. Puis l'important, c'est de connecter avec les mentors. Puis si vous allez au club immobilier ou Immo Facile, ou voir JF Tremblay, ou vous allez voir MREX, ou vous allez voir Stéphanie Milo, vous allez voir Justin à l'écho quand tu fais une formation privée. Peu importe ce que vous faites comme formation, l'important, c'est de connecter avec l'individu qui est en avant. Puis c'est ça qui va nous aider à progresser. Quand on se sent bien avec. Là, on avait parlé parfait. On va juste faire une petite, pas une pause, là, une petite parenthèse. On va saluer Sébastien Girard du Saguenay, Yves-Michel Deschênes, Marco Guérin de Sherbrooke. Sébastien Monette, je pense que c'est une question. Pour tout propriétaire multilogement, pensez à Gestion Innovation, votre gestionnaire d'immeubles locatifs par excellence. Ben oui, c'est une pub finalement. C'est ça à voir. Joel Drufer, ça c'est quelqu'un qui a décidé d'écourter son nom. Question vite comme ça, on parle bien d'acheter du neuf, exemple un triplex à 550 000 plus taxes. On met les taxes sur la valeur ou on les perd. Quand j'ai entendu dire on peut les récupérer à l'impôt. Je ne suis pas un spécialiste en fiscalité, là, mais de ce que je connais... Moi, les triplex, je ne connais pas ça du tout. C'est ça. Donc, mais les taxes, généralement, c'est juste une manipulation comptable. Tu envoies ton rapport, tu n'as pas besoin de les sortir, ils sont juste inscrites au prix d'achat. Fait que tu n'as pas besoin de les calculer dans ton financement. Le notaire va faire un rapport, va envoyer ça au gouvernement, puis c'est un in or out, là, ça ne paraît pas. Donc, je voulais juste pas être en retard dans mes petites questions qui drogue. On reçoit un fiscaliste bientôt. Ben oui, Caroline me dit qu'on reçoit un fiscaliste bientôt. On garde la question pour le fiscaliste. Donc, tu suivras nos prochains lives voyons, Lin Blanc. Live Facebook des mordus. Oui, c'est ça. Nouvelle question. Comment recueillir les bonnes informations du vendeur? Donc, je te donne un exemple. Si je sens que j'ai un bon listing puis j'arrive à être en contact avec un vendeur directement, c'est quoi les questions que je devrais poser au départ? Où est-ce que je devrais m'en aller avec ça? OK. Non, ça, c'est une question de moi. c'est une très bonne question. On allait donner les fleurs à la personne, mais c'est vraiment une bonne question. Et ça, c'est important. Qu'on appelle un vendeur ou qu'on appelle un courtier. Moi, personnellement, en dedans de quelques minutes, en dedans de 30 secondes, je peux savoir si la personne qui va me poser, qui m'appelle pour un immeuble, est expérimentée ou pas. Et ça va être la même chose pour les vendeurs d'expérience. Puis, la question souvent que les gens vont appeler, ils vont dire, Patrice, écoute, c'est quoi la grandeur des logements? Il y a des questions tellement techniques qui sont déjà sur le listing. Tu vois que les gens ne sont pas préparés. Puis c'est important de se préparer avant d'appeler un vendeur. Puis les gens qui nous appellent... De bien connaître l'immeuble avant que le vendeur te rappelle? Oui, bien, c'est-à-dire... les gens ils vont nous appeler, mais au moins souvent, ils n'ont même pas lu le listing. Puis il faudrait que moi, je prenne le listing que je leur ai envoyé, puis je leur lis pour eux. OK? Oui, je comprends. Ça, j'aime plus ou moins. Pourquoi? Parce que je sais que ça n'ira pas d'une part tout de suite. Parce que la personne analyse trop présentement. Les vraies questions à poser,
OK? C'est de poser sur l'individu qui vend l'immeuble. Pourquoi qu'il vend l'immeuble? Exactement. On a déjà eu cette discussion-là, Jocelyn, c'est-à-dire pourquoi il vend. Deuxièmement, ça fait longtemps qu'il est propriétaire ou pas. C'est quoi qu'il fait dans la vie? C'est quel genre de vendeur que c'est? C'est quelqu'un qui est proche des chiffres, c'est quelqu'un qui est un peu plus... Tu sais, c'était juste quelqu'un qui est à retraite, quelqu'un qui a acheté l'immeuble il y a 1 an. De savoir la raison de la vente, c'est très difficile d'avoir la vraie raison, mais plus qu'on parle, plus qu'on établit le lien de confiance avec le vendeur. Plus qu'on pose de questions avec lui, plus que... Moi, souvent, je dis, quand je fais mes visites, ces choses-là, j'essaie d'y aller tout le temps par étapes. Plus souvent, je vais être en contact avec le vendeur, plus qu'il va s'ouvrir, puis tranquillement, pas vite, je vais me négocier des bonnes conditions, je vais me négocier des extras. Tu sais, ça n'a l'air de rien, mais des fois, des petits extras ici et là, peux-tu me rénover ça tout de suite? Je me rappelle un immeuble, c'était-tu avec toi qu'on l'avait fait? En tout cas, on avait négocié le calfeutrant. On a fait 4 les 3 dernières années. Fait que... Donc, on avait négocié le calfeutrant, mais tu sais, sur un 16 logements, le calfeutrant, c'est 4-5 000 $. Mais tu sais, ça a l'air de rien, mais si à chaque fois que tu fais une transaction, bien, tu réussis à négocier un petit quelque chose comme ça, parce que tu as bâti une belle relation avec le vendeur, bien, ça peut vraiment être c'est la base. C'est d'avant de rentrer dans un vendeur puis commencer à lui dire que son immeuble est trop cher pour telle raison, à cause du indicateur de revenu net dans ce secteur-là qui est de 20, puis toi, tu es à 22. Tu perds les gens complètement. Les gens ne sont pas techniques. Même en tant qu'investisseur, on apprend des formations, on va tout s'éduquer au niveau des chiffres. La majorité des gens qui vendent sur le marché n'ont aucune idée de ça. Ils vendent parce que ils ont plus le choix. C'est d'autres raisons. Oui. Puis c'est de comprendre le pourquoi qu'ils vendent, d'aller chercher des questions comme, écoute, l'autre question qui est importante, c'est quoi? Tu demandes à un vendeur, est-ce que je peux améliorer encore les revenus de ton immeuble? Est-ce que je peux améliorer les dépenses de ton immeuble? Puis de quelle façon je vais le faire? Parce qu'ils vont tous dire, oui, il y a encore du potentiel, mais c'est de quelle façon on va arriver à faire ça? Parce que son opinion, lui, est vraiment très importante. Oui, puis quand tu parles de, oui, il y a du potentiel pour tous les vendeurs, mais c'est sur les 20 logements, c'est les 3 ou 4 locataires indestructibles et irréductibles qui n'ont rien à faire avec eux, qui contestent absolument tout. Mais oui, ces 4 ou 5 logements-là. Nous autres, on les appelle les bougons. Les bougons. Les bougons. Donc, c'est les 4-5 bougons, c'est les seuls que le propriétaire va être capable de monter par en haut. Ouais. Donc, c'est souvent la situation. Donc, la bonne question, c'est vraiment d'aller voir le pourquoi qu'ils vendent, poser au courtier, est-ce qu'il y a encore du jus dans l'immeuble? Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Puis aller chercher la raison de la vente, puis ça va vous donner un bon coup de... Par la suite, vous rentrerez dans les technicalités. Vraiment important de prendre ça en note, les mordus. Je pense que c'est la clé pour faire un bon achat. On a une question de Paul Ovidiu Pester. Quelles sont les rénovations les plus rentables pour permettre d'augmenter les loyers? Donc, selon Patrice Ménard, si tu avais à conseiller à un de tes vendeurs de dire il est prêt à mettre un petit peu d'argent, tu lui conseillerais de changer quoi dans son immeuble pour pouvoir démontrer qu'il y a un potentiel d'augmentation des loyers ou le loyer ou du revenu net. Mieux lister ou mieux vendre son immeuble? Première chose qu'il faut se poser comme question, combien ça va me coûter pour augmenter mon revenu de 10 $ versus combien ça va me coûter pour baisser mes dépenses de 10 $. OK? OK. Donc, quand tu regardes un immeuble, c'est sûr que souvent, tu vas avoir du jus pour faire une conversion électrique. Mais souvent, les conversions électriques, après avoir fait une étude de cas, ça coûte trop cher pour ce que ça va rapporter. Okay? C'est souvent le cas. Ce n'est pas toujours automatique que c'est électrique. Donc, il faut s'assurer un nouveau système de chauffage va ajouter souvent des réservoirs d'eau chaude, des choses comme ça. Mais il faut vraiment s'assurer qu'en bout de ligne, ça va valoir la peine. Là. Absolument. Puis c'est ça de faire le calcul, on va-tu focuser sur les dépenses, on va-tu focuser sur les revenus. Mais pour répondre à la question, l'erreur que souvent les propriétaires vont faire, c'est qu'ils vont prendre mettons qu'on a un 30 logements, puis ils vont prendre 4 logements, puis qu'ils vont les rénover complètement. Ils vont mettre 15 000 $, 10 000, 15 000 $ chacun. Okay? Et ils sont fiers parce que, bien sûr, les 4 logements ont été rénovés sur les 30. Mais le problème avec ça, c'est que premièrement, oui, bien sûr, ça n'aura pas un impact tout de suite sur le revenu. Puis au niveau mettons qu'on les regarde de remettre en vente, l'important, c'est de prendre le même montant d'argent, qu'on prend 40, 50 000 $, 60 000 $. La première chose à faire, c'est les aires communes. OK? Ouais. Même si on n'est pas en mode vente, la première chose, un locataire qui rentre dans un immeuble, tu as l'entrée, OK? Et ensuite, le temps qu'il se rende par le couloir au logement qui est alloué, la moitié de sa décision est faite. Il faut que le locataire, quand il rentre dans un immeuble, se sente à l'aise d'emmener ses amis le samedi soir, sa blonde le samedi soir ou son chum le samedi soir qui vient chez eux, et sa mère le dimanche qui vient faire son tour.
Il faut qu'ils soient fiers d'être là. Et Je dis souvent semblable à toi, tu sais, même que souvent, c'est dans l'auto ça se passe. S'il arrive en avant, puis c'est décrépit, puis il y a des sacs à vidange sur tous les balcons, il prend déjà une grosse partie de ta décision. S'il rentre, ça pue, c'est pas propre, les boîtes à mal sont en train de tomber, il n'y a plus rien à faire, ta vente, elle va être vraiment difficile à convaincre quelqu'un d'habiter là. c'est ça. Donc, c'est important quand tu rentres, l'image, parce que déjà, si tout le portique, toute l'entrée des escaliers en rentrant, c'est propre, il y a des beaux cadres, ça coûte vraiment pas cher là, quand tu mets juste des bonnes couleurs, avec des miroirs, avec des gens qui font des choses extraordinaires pour vraiment, ils vont chercher du stock usagé sur Kijiji, ils mettent ça vraiment bien. Par la suite, tu te rends jusqu'au... Ils ne sont pas gênés d'inviter les gens. Là, on est interrompu, hein? Ça va repartir. Oui. On va attendre. Oh, c'est reparti. On est-tu live? Oui. Good! Phew! On a eu peur de vous avoir perdu, ça arrive des fois. Donc, si je reviens, la meilleure rénovation, c'est celle qu'on va calculer combien est-ce que ça nous... Chaque 10 $ que ça va nous donner de plus va nous coûter combien, puis au prorata, combien de temps ça va prendre à nous poursuivre. Ce que tu disais au cas où qu'il y avait une interruption, c'est qu'on commence par la hall d'entrée, parce que justement, si tu n'as pas un hall d'entrée qui fait du bon sens, bien, ça se peut que ton locataire potentiel s'en aille. Donc, des mois de vacances égale d'argent irrécupérable. Absolument. Parfait. Donc, vraiment, l'image en premier, pour mettre ça, l'immeuble, que les gens soient fiers d'être dedans. Parfait. Et si on est en mode vente, mais ça va être la même chose. Un acheteur qui va arriver dans un immeuble. Même chose, c'est dans l'ordre d'entrée qu'il va se dire. L'entrée, couloir, ainsi de suite. Puis là, un petit peu de home staging. Vaut mieux investir 200-300 $ là que de rajouter trop des comptoirs de cuisine que dans le fond, le nouveau propriétaire, il s'en fout pas mal. Question de Philippe Parenteau. J'espère qu'on a bien répondu à Paul. Donc, on va aller vers Philippe Parenteau. Une fois annoncé sur le marché, les listings ont déjà passé au peigne fin par les investisseurs qui vont avoir les pocket listings. Alors, quand on commence, c'est extrêmement difficile d'avoir une bonne occasion. Comment se démarquer? C'est très bon, ça. Donc, le nouvel investisseur, lui, sa crainte à Philippe, c'est qu'une fois que les listings se ramassent sur le MLS, sur le marché, selon lui, bien, tous les investisseurs immobiliers qui ont les pocket listings, ils les ont analysés et on dit c'est pas bon pour moi. Comment est-ce qu'on fait? Écoutez, ce qui est important, c'est de développer son réseau. Quand on commence, il faut avoir le plus de courtiers possible. Tu sais, on a plusieurs sources où on va chercher nos immeubles. Les pocket listings, c'est un peu... c'est sûr que c'est excitant d'entendre ça, là, mais honnêtement, c'est pas là que... Oui, il y en a des deals qui vont venir de là, mais pas nécessairement, juste là. Puis, souvent, les gens, tu sais, mettons, on parle de notre liste d'acheteurs VIP, entre autres, puis les gens vont souvent accrocher là-dessus, mais je peux t'assurer que dans les meilleures transactions qu'on a faites dans les dernières années, souvent, c'est des immeubles qui traînaient depuis des mois. Je vais prendre un exemple. J'ai un 100 logements que j'ai vendu plus l'an passé, en 2018, en 2016. Okay? J'ai fait une transaction en juillet 2016 d'un 100 logements à Huntsic. L'immeuble était en vente depuis 3 mois sur mon site web. Pour toutes sortes de raisons, il y avait personne, c'était 100 logements, il y avait 92 studios, puis environ 8 toits et demi. Là. Okay. Puis, c'est un immeuble qui était là plus longtemps. Les ratios, parce que en plus, c'est un immeuble qui était en béton dans Villeray. C'était très bien situé. Et pour X raisons, les ratios n'étaient pas intéressants au niveau du coût par logement parce que c'était près de 75 000 la porte pour des studios. C'était quand même élevé. Mais c'est un immeuble en béton quand même. Les ratios, c'était les ratios du marché, 5 % environ. Mais tu vois, c'est que tous les gens, pourtant on l'a envoyé dans notre liste de VIP, ce qu'on pourrait dire notre pocket list. En plus de ça, nous, quand on fait une mise en marché, on l'envoie dans notre liste VIP. Ça, c'est les gens qui ont déjà fait des transactions avec nous. Soit l'achat, soit la vente, ou soit les gens qui ont financé avec nous. Et je vous assure que pas plus que 10, 15, 20 % des immeubles partent dans cette liste-là. Okay? Pourquoi? Parce qu'on est au début de la mise en marché. Donc, si quelqu'un nous donne le prix demandé ou pas tellement loin, le vendeur va dire OK. Parce que quand un vendeur nous donne le mandat de vendre son immeuble, vous avez un mandat de l'analyser. L'analyser, ça, mais il veut aussi. Notre objectif pour lui, c'est de vendre le plus cher possible. En même temps, des fois, les vendeurs vont le lister au bon prix tout de suite parce qu'ils sont sérieux dans la rétention de vente. Et là, à ce moment-là, on va le vendre peut-être dans la liste VIP. Mais
en même temps, si tu es dans un VIP, tu reçois, ou dans un pocket listing, tu reçois le listing. Si tu es au début et tu donnes le prix, tu vas l'avoir. Ouais. Mais le vendeur, lui, il va être sûr que vraiment, tu as vraiment lancé l'immeuble sur le marché avant de commencer à te baisser le prix. Donc, la deuxième étape qu'on fait, c'est qu'on l'envoie dans notre liste pendant un mois, il est sur notre site Internet. Puis encore là, on a des appels, mais c'est pas nécessairement, les vendeurs ne sont pas encore négociables. Ça fait juste un mois qu'il est en marché. Exact. Donc, pour venir à l'histoire du 100 logements, que lui, ça faisait, là, on l'avait mis sur notre site web. Et là, il y a quelqu'un qui appelle et puis il pose la question, Patrice, quelqu'un d'expérimenté, pourquoi qu'il vend, c'est quoi l'histoire de l'immeuble, comment ça que le revenu net est comme ça. Il posait des questions, comment que les revenus sont générés, comment que les dépenses sont exploitées. Et surtout dans l'histoire. Pourquoi? Parce que lui, il avait vu que cet immeuble-là est une ancienne résidence de personnes âgées OK. qui avait été convertie en bloc appartement traditionnel au cours des 5 dernières années, les années précédentes, si vous voulez. Et que tranquillement, bon, bien sûr, c'était plus une résidence, mais, bon, en ayant l'histoire, c'est que pour que le propriétaire, l'ancien propriétaire ne voulait pas, entre autres, mettre les mitigeurs d'eau chaude, il ne voulait pas non plus gicler son immeuble. Donc, il y a beaucoup de réglementations dans les résidences de personnes âgées. Et à ce moment-là, le propriétaire, lui, avait tout arrêté ça, les services. C'était plus une résidence, c'était vraiment rendu un immeuble à revenu, mais avec une clientèle quand même âgée. L'acheteur a tout vu ça, il a fait une visite après une offre d'achat. Et là, lui, on est rentré dedans, puis il a vu des aires communes un peu partout. Il a vu des salons qui n'étaient pas utilisés, un salon pour jouer aux poches, un salon pour faire de bingo. Il y avait une cuisine aussi. Il y avait une salle à dîner aussi qui n'était plus utilisée. Donc, cette personne-là a regardé l'immeuble et est rentré là-dedans et a vu vraiment d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est en juillet 2016. En juillet 2017, il me rappelle, il dit, Patrice, il dit, viens faire un tour à l'immeuble. Oui, j'arrive, je vais aller t'appeler cette semaine. Il dit, non, viens faire un tour à l'immeuble, tu vas voir. Fait que finalement, je me déplace, je vais voir le nouveau propriétaire, un an après. Il avait créé 10 nouveaux logements dans les aires communes qui étaient délaissées. OK, ça fait un 110, là. C'est 10 de plus, ça. 10 de plus. Il avait aussi baissé l'électricité d'environ 15 000 par année. C'était un chauffage. De stratagème. Puis c'était vraiment une technique, mais il y avait, parce que c'était encore sur le tarif de résidence de personnes âgées, qu'il y a un certain voltage qui est exigé quand c'est une résidence, mais ça ne l'était plus. Fait qu'il a enlevé ça, donc automatiquement son tarif a baissé. Des gens d'expérience vont aller analyser le revenu net. Donc, cette personne-là. C'est ça que tu parlais au début, analyser le revenu net. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur revenu net en bout de ligne? Puis je pense que l'investisseur a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Un bon investisseur va devenir quelqu'un qui est habile à voir ce que les autres ne voient pas, donc les potentiels. Oui, puis donc, en tout cas, la personne a augmenté le revenu net de 125 000 Si tu peux sortir ta calculatrice, là. Je vais le faire ici, si je la trouve. Donc, Caroline peut nous le compter. Caroline, as-tu la calculatrice, proche? Je vais la trouver. 125 000. OK. Mais moi, il y a une façon, je calcule souvent. Ben, en fait, regarde, j'ai les 125 000. OK. Ouais. 125 000 fois 20 fois le net. C'est 2 500 000. La transaction. Valeur de plus. 2 500 000 qu'il a fait. Donc, lui, il pourrait revendre son immeuble 2 500 000 de plus juste parce qu'il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il a acheté un immeuble, il a développé le potentiel en un an. 2 millions combien? 500. À 20 fois 125 000 à 20 fois le revenu net, c'est ça que ça donne. Puis, sa liste de fonds, il avait dû investir combien pour faire ça? Je ne me rappelle plus, mais il avait financé ça en conventionnel et pour une période. Puis ensuite, il avait déjà pris le prêt CHL aussi au départ. Donc, son plan était fait. Et au-delà, pourquoi de poser des questions sur c'est quoi les revenus bruts, c'est quoi les revenus nets, étudier vos listings, regarder l'histoire de l'immeuble, et c'est là qu'on peut faire. Michel Langlois nous dit la même chose. On doit connaître l'histoire de l'immeuble. Donc, exactement. Puis c'est important. Puis à partir de ce qui me fait rire, parce que c'est M. Langlois qui a acheté l'immeuble. Je pensais que c'était lui. OK. Donc à ce moment-là. C'est Michel Langlais, excuse. Langlais? OK, Michel. OK. Donc, à ce moment-là, ce qui est important de voir, c'est vraiment de regarder au fond des choses, puis comment analyser l'immeuble. Pour revenir à la question des passes, parce qu'on l'a oublié en cours de route, ouais. Les meilleures opportunités ne sont pas nécessairement des pocket listings, mais les immeubles qui traînent sur le marché depuis 3-4 mois ou que les vendeurs sont maintenant mûrs à recevoir des offres qui sont un peu plus basses que le prix demandé. Perfect. Donc, les immeubles, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, peuvent être très intéressants. Définitivement.
Je regarde plusieurs immeubles 5-6 logements, mais la SCHL ne calcule pas comme moi. Le 15 % de mise de fonds est maintenant nécessaire et maintenant plus du 18-20. Je suis d'accord avec toi, Dominique. Ton point de vue, Patrice? Oui. Écoutez, ce qu'on appelle là, c'est sûr que le financement SCHL, 85 %, on a, bon, on ne fera pas de leçon sur la valeur économique ici, là, mais le marché présentement est à 5 %. OK? On vient de finir, d'ailleurs, on sort notre. Tu me feras penser tantôt de parler pour répondre après la question de l'indice immobilier, l'indice multilogement qu'on sort là, dans 2 semaines. Okay. Ceci dit, il y a les marchés présentement est à 5 % et les banques sont à 5,75 % présentement dans le financement. Le taux de capitalisation. Excusez-moi. Le taux de capitalisation, le TGA du marché est à 5 %, 20 fois le net. Et les banques sont à 5,75 %. Pourquoi là, ça? C'est qu'il y a toujours, depuis peut-être 4-5 ans, une différence de 10 % entre les valeurs économiques et les valeurs marchandes. Toujours 10 %. Il y a un élastique qui se fait là, naturellement. Et là, c'est parce que les gens vont demander plus cher que la valeur. Ils savent combien vaut leur immeuble économiquement. Ils se disent, je vais demander plus cher pour arriver à mon prix. Puis souvent, l'acheteur va être trop pressé, il va acheter comme entre les deux. Oui, mais il y a quand même un marché, il y a environ 10 % de la valeur. On parle de valeur économique, là, mais on parle de valeur d'évaluation des banques. OK? La façon où on donne les paramètres des CHL, c'est qu'il y a toujours 10 % entre les deux, entre la valeur marchande et la valeur économique. Fait que oui, si on finance la SCHL ou les banques vont financer 75 ou 85 % de la valeur économique, mais si on paye 10 % au-dessus, qui est la valeur du marché, il faut rajouter 10 % supplémentaire. Et ça, il y a 2 ans, c'était un peu aléatoire, mais maintenant, c'est une question mathématique. Je vais juste sortir ici. Pour ceux qui n'écoutent pas live, je vous invite vraiment à peser sur pause puis aller chercher mon rapport qui est disponible sur mon site web, patricemenard.com, et aller à la page 9. Vous allez avoir, il y a un tableau qui donne la valeur économique, OK, versus la valeur marchande. OK. Et ça, c'est quelque chose de très technique que je vais... Juste une petite parenthèse pour ceux qui connaissent un petit peu moins Patrice. Patrice produit chaque année un rapport du marché du multilogement. Je vous invite à aller sur son site Internet pour vous inscrire. Il va vous l'envoyer gratuitement. C'est un outil qui est magique pour apprendre à connaître le marché. Chaque année, j'ai hâte de le recevoir. On le reçoit généralement là. Oui, mais justement, tu ouvres la porte, tu vas la prendre. Prends-la. Depuis 2011 qu'on fait le rapport de marché, c'est vraiment ça qui nous a démarqué. OK? Ouais. Comme tu racontais l'histoire qu'on ait commencé et tout ça, puis on a donné ce rapport-là. Les gens nous disent, ça ne marche pas, vous êtes un peu fou de donner ce rapport. C'est vraiment un rapport complet, là. C'est une source oui, il y avait une banque. Parce que quand on entend parler du marché du multilogement, quand on entend parler d'immobilier dans les médias, on entend parler surtout de résidentiel, la construction, les taux de vacances commerciales au centre-ville, les nouvelles constructions, les mises en chantier, mais jamais ils vont parler du multilogement. La raison pour ça, c'est qu'il y a seulement une transaction sur 100 au Québec que c'est du multilogement. C'est vraiment un marché très niche où que 99 % des transactions n'ont rien à voir avec ça. Donc, nous, notre publication, lorsqu'on a commencé, vraiment, elle a été chercher un vide dans le marché, puis elle a eu quand même... puis là, c'est devenu super important, c'est devenu une référence, puis même que... tellement important, même dans les universités. Puis je me rappelle l'an passé, mon garçon, il y avait une journée pédagogique, puis on était assis les trois, moi, mon fils et ma femme, puis Sana, mon fils et Amine, puis il dit, papa et maman, il dit, demain, je m'en vais à l'Université Concordia faire un cours sur l'immobilier. Durant sa journée pédagogique. Puis là, je rappelle que son fils est 16 ou 17? À ce moment-là, il avait 15 ou 16. 15-16 ans, oui. Et que tu connais bien d'ailleurs, là, ouais. Rencontré. Bon. Et à ce moment-là, je dis, ah oui, c'est bien, demain, bonne chose, parfait. Fait que là, le lendemain, il va au cours, il revient le demain soir, on est encore assis à table, il dit, hey, je suis vraiment fier de vous, papa et maman. Je dis, non, c'est nous qui sommes fiers de toi, parce que tu étais, pendant ta journée pédagogique, tu étais faire un cours à l'université. Il dit, non, vous ne comprenez pas. Il dit, je suis tellement fier de vous. Lorsqu'ils ont commencé le cours, ils ont donné des outils de référence, puis c'est votre rapport qu'ils ont donné à tous les élèves. Fait que, il était vraiment fier. Fait qu'on était vraiment était fiers de nous aussi fiers de lui, mais vraiment pour donner à quel point que le rapport a pris de l'importance sur le marché. Mais la grande nouvelle, c'est que cette année, à partir de 2018, on lance l'indice multilogement. OK? Ça va sortir dans 2 semaines. Et puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'indice multilogement, ou Multifamily Index en anglais, vous allez avoir les ratios live
en tout temps dans l'année. Parce que là, ce qui arrive, c'est quand on sort le rapport 2017, ça comprend toutes les transactions 2016, OK, de janvier 2016 à décembre 2016. Et quand on est au mois de mars 2017, mois d'avril 2017, c'est encore d'actualité. Cependant, lorsqu'on arrive au mois de juin, juillet, août, et surtout au mois de septembre, qui est la grosse saison dans le multilogement, là, septembre, octobre, novembre. Ça commence déjà à être désuet. Oui. En 2011-2012, c'était pas pire, mais en 2018, les gens aiment ça avoir l'instantané. Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous loguer, vous allez avoir tous les secteurs du Québec, les coûts par logement, les TGA, les taux de vacances, des démographies, le revenu moyen des ménages, exemple à Rosemont, l'âge, le type de clientèle, est-ce que c'est des gens anglophones, francophones, est-ce que les ménages sont en moyenne 4 ou 5 ou 3 ou 2 par famille? Ça va être extraordinaire comme donné, puis ça va être live. Et de mois en mois, ça va évoluer. Fait que vraiment, on est fiers. Fait qu'on va aviser tout le monde, bien sûr. J'invite tout le monde à prendre note de ça puis à utiliser ce genre d'outil-là. Mieux vous allez connaître votre marché, plus ça va être facile pour vous de vous démarquer quand vous allez discuter avec un vendeur potentiel. Le but, quand on veut investir en immobilier, c'est d'acheter le plus possible. Quand vous vous démarquez avec votre vendeur puis que vous connaissez bien votre marché, il ne peut pas essayer de vous en passer des petites vites. Là. Il est obligé de... Moi, souvent, je vais dire, démontre-moi ta valeur économique parce que je sais calculer la valeur économique. Donc, chaque personne qui veut investir en immobilier, qui ne savent pas calculer la valeur économique, c'est probablement la première chose à faire. Okay. Juste Justin, pour revenir à la question. La question de Dominique. Oui, Dominique. Désolé pour le détour, mais bon, la valeur économique a toujours 10 de différence, OK? Ouais. Et exemple, c'est important parce que, et là, en ce moment, on est dans une période, quand je disais tantôt de garder le cercle de l'industrie, on peut contrôler l'industrie, l'individu puis le produit, qui est l'immeuble. Mm-hmm. On peut contrôler l'individu jusqu'à un certain point, en se formant, ainsi de suite. Deuxième chose, on peut identifier les produits puis avoir un certain contrôle sur ce qu'on va faire, la création de valeur sur le produit. Mais l'industrie, on ne peut rien faire. Patrice Ménard, Jocelyn Grégoire, peu importe l'investisseur présentement qui nous regarde, ne peut absolument rien faire contre l'industrie. Donc, l'industrie, il faut s'harmoniser avec et non pas battre contre. Fait que si le marché est haussier, si présentement les taux d'intérêt qui étaient en 2014, si vous prenez le rapport à page 9, en 2014, le taux d'intérêt moyen était 2,88, OK, dans l'année. Ouais. OK. Donc, un immeuble qui avait 110 000 de revenus nets, avec un ratio de couverture de dette de 1,3, on tombe à une valeur économique de 2 millions de dollars. OK? Ensuite, en 2015, les taux passés de 2,88 est baissé à 2,24. Donc, à ce moment-là, le même immeuble avec 110 000 de revenus nets, avec un ratio de couverture de dette de 1,3, va tomber, au lieu de 2 millions, monte à 2 176 000, peu importe ce que tu fais avec l'immeuble. Par la suite... Donc, le même revenu net, juste le fait de payer moins d'intérêt va augmenter, mais diminuer le TGA, dans le fond, qui fait augmenter ta valeur. Puis là, tu vas te ramasser avec une valeur supérieure. Exactement, parce que les banques financent avec ça. Là, on parle de valeur économique, pas nécessairement de la valeur marchande. marchande. En 2014, on vendait en 2015, c'était facile d'aller chercher un 175 000 de plus en valeur. Absolument. Puis ça, c'est important. Puis il y a un facteur. Puis là, en 2016, le taux d'intérêt moyen est à 2,12. Donc, on parlait de 2,88, 2,24, 2,12. Et tantôt, quand je disais que c'est important des gens d'expérimenter, on a remarqué que sur le marché en 2015-2016, le nombre de transactions, pour la première fois dans les 10 dernières années, a augmenté sur le marché. OK. C'est la première fois que le nombre de transactions augmentait dans les multilogements, 6 logements et plus. Pourquoi? Parce que les vendeurs en a vendu plus. Bien sûr, on a suivi la vague, mais au-delà de ça, c'est que les vendeurs d'expérience, quand ils ont vu les taux d'intérêt descendre à 2,24, 2,12, eux, c'est le temps de vendre. C'est le temps de vendre. Ils se sont mis sur le marché. Et là, on a commencé à voir une augmentation fulgurante du nombre de transactions. Et en tant que courtier, ça fait du bien de voir que les transactions augmentent parce que, bien sûr, on est payé sous la transaction seulement. Bon, 2012 en 2016, en 2017, le taux d'intérêt moyen, OK, est à 2,54. OK? Donc, là, on passe d'une valeur de 2 276 à 2 200. Et là, on descend à 2 100. Et au moment qu'on se parle ce matin, on est à 3,35 à peu près. Non, on est à 3,20 à peu près aujourd'hui. L'immeuble est en bas de 2 millions. L'immeuble, présentement, va redescendre à peu près à 1,850. 1,850. Fait que, de là, l'importance... Les paramètres que vous pouvez contrôler, il faut vraiment bien les contrôler. C'est-à-dire qu'on est en période de renouvellement. Présentement, renouvelez vos locataires et augmentez-les au maximum. Si vous n'augmentez pas au maximum, puis il y a une hausse des taux encore, bien, votre immeuble va dégringoler en valeur. Exactement.
Donc, c'est important. Souvent, on va voir des propriétaires qui nous ont fait faire des évaluations l'an passé. Ils disent, Patrice, je vais rénover 2-3 logements, je vais augmenter telle chose, je vais changer ma fournaise. Puis les gars, ils sont vraiment fiers. Ils ont coupé, exemple, 25 000 $ dans leur immeuble de revenus net. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté le revenu net de 25 000 $. Ouais. Mais juste avec la hausse des taux d'intérêt, les mêmes personnes viennent nous voir, OK, je suis prêt à vendre. Puis là, on arrive avec une évaluation qui est à peu près au même chiffre que l'an passé. Bien, il va dire, voyons, ça n'a pas d'allure, j'ai augmenté. Non, mais regarde, le marché, il a bougé. Fait que peu importe ce que tu as fait. Parce que même si lui paye encore du 2,88, du 2,24, le nouvel acheteur, lui, va payer du plus cher. Donc, sa capacité d'emprunt vient de diminuer. Absolument. Donc, on s'enligne vers un marché qui va être plus vendeur. Faut faire, oui, mais c'est sûr qu'il y a tellement peu de transactions. Même si ça a augmenté, c'est très peu. Ça reste un marché dans l'air. On prend l'exemple Montréal-Nord l'an passé. Quand je parlais aux gens, personne ne veut aller à Montréal-Nord. Mais à Montréal-Nord, l'an passé, 99,2% des propriétaires ont gardé leur immeuble. On n'est pas dans un marché d'acheteurs, ça va être difficile. Avec la construction, ça va peut-être changer un peu les données. Parce qu'il y a beaucoup plus de construction de multilocatifs. Exactement. Puis il y a un transfert générationnel qui s'en vient. Donc, il y a un chiffre présentement qui se fait. Et là, présentement, à cause, puis les gens vont me demander souvent, Patrice, est-ce que les taux de cap vont monter? Est-ce que le marché va baisser? L'an passé, au Forum québécois, qu'il y a eu 2 semaines, mais là, 1 an, j'avais fait la conférence devant tous les gens et j'avais dit que si les taux d'intérêt montent à 3,25 pendant 6 mois consécutifs, ce qui va arriver, c'est que l'élastique n'aura pas le choix de monter parce que si on a toujours un 10 OK? Un 10 c'est un cap rate de 5 c'est environ 5,5. Et là, avec un taux d'intérêt de 3,25, mathématiquement, c'est impossible de financer en bas de 5,75 de TGA. Impossible. Si on veut respecter un ratio de couverture de dette de 1,3, à moins d'aller sur un terme de 10 ans, qu'on va baisser à 1,20 de ratio de couverture de dette. C'est très technique ce que je vous dis, là, mais en gros, c'est que par la force des choses, là, ça fait déjà 3 mois que les taux d'intérêt, on rentre dans le 3e mois où les taux d'intérêt sont à 3,25 et plus. Okay. Et si ça dure encore 3 mois, on n'aura pas le choix que le balancier, si on veut garder toujours la règle du 10 la valeur économique, les valeurs marchandes, si on continue à financer à 5,75, ça va monter à 5,25. Là, il faut peut-être dire ça à la Banque fédérale. Oui, bon, on va le savoir. M. Morneau a déjà sorti son rapport sans me consulter, mais ça, on va analyser ça dans les prochains jours. Puis là, en tant qu'investisseur immobilier, là, tu suggères quoi? Moi, j'ai mon idée bien arrêtée, mais est-ce que je dois paniquer? Est-ce que je dois prendre mon temps? Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais non. Un investisseur actif qui est en recherche d'opportunités va toujours en avoir. OK? Ce qu'on dit en ce moment, c'est que, justement, ça revient à sortir votre mentalité d'affaires, entrepreneur, immopreneur, pour analyser les immeubles, non pas seulement avec, OK, il y a un taux net. C'est de vraiment rentrer sur le jus dans l'immeuble. Parce que si tu ajoutes un immeuble que tu finances à 2,12 ou 2,24 et que toi, ton plan, c'est de refinancer dans 5 ans, assure-toi d'avoir la flexibilité d'être capable de prévoir une hausse du taux d'intérêt. Parce qu'en ce moment, c'est ça qui va dicter le marché les prochains mois. Donc, c'est le temps d'acheter. Les gens ne vendent pas ou premièrement, on va regarder le côté vendeur. Les gens ne prennent pas la décision de vendre des immeubles parce que le marché monte ou baisse. Certains expérimentés qui sont tannés, oui, vont pousser les immeubles sur le marché parce qu'il y a taux d'intérêt. Mais la majorité de nos clients vont vendre parce qu'ils sont tannés, ils n'ont plus de relève, ils veulent passer à d'autres choses. Puis là, ça fait 5, 6 ans, 8 ans et même 10 ans qu'ils ont pas mis d'argent dans leur immeuble. Et là, il faut qu'ils fassent les fenêtres, il faut qu'ils refassent le toit, il faut qu'ils refassent les cuisines, qu'ils fassent les salles de bain. Et là, au lieu d'embarquer là-dedans, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les immeubles sur le marché. Ouais. Okay. Donc, c'est pas nécessairement c'est le temps de vendre ou acheter. Ça va créer des opportunités d'un bord ou de l'autre. Moi, je suis vraiment suspendu aux lèvres de Patrice parce que il connaît tellement bien son marché que j'embarque là-dedans puis je l'écouterai pendant des heures. On a un horaire à respecter. On a beaucoup de questions. Ce que je suggère, Patrice, parce que je t'avais préparé un petit défi. Donc, j'ai un listing en direct que j'aimerais ça que tu nous analyses. Fait que ça va te mettre au défi. Mais j'aimerais ça aussi répondre aux gens qui ont pris le temps de poser des questions. On a beaucoup vous posiez vos questions. Fait qu'on va répondre en rafale, peut-être un petit peu moins pointu, mais je vous garantis, si vous venez dans les soirées d'immobilier où Patrice se présente, au Mordu d'immobilier, tout simplement, il peut répondre à toutes vos questions. Il est très facile. Gênez-vous pas pour venir le voir puis jaser avec lui.
Je vais répondre moi-même à celle-là. Gaétan Rabi, doit-on mettre les blocs dans une compagnie à numéro en fiducie ou à son nom personnel? Justement, on va avoir un fiscaliste qui va venir là-dessus. Patrice vous dirait que ça dépend toujours des situations. Oh, Patrice, il vole mon listing. Il dit, je vais me préparer tout de suite pendant qu'on répond aux questions. On a Ray Junior qui nous écoute ce soir. Salut Ray, content de te voir. Ray Junior Courtemanche, un investisseur à succès qui donne beaucoup de conférences, beaucoup de succès à Mirabel sur la Rive-Nord. D'ailleurs, qu'on a eu comme invité... Blue, on entend parler du projet Blue, ouais, on l'a eu comme invité. On l'a eu comme invité avec moi la semaine passée, vendredi, il y a déjà 10 000 vues là, sur une vidéo. Ray, vraiment, dans toutes les vidéos qu'on a fait, chacun avait son histoire qui était super intéressante, dont la tienne. Mais Ray a eu une interaction avec les gens d'une façon extraordinaire. Les gens étaient vraiment ont aimé l'individu. Ben, c'est un gars qui est très attachant, tu sais, c'est un gars. Oui, puis en plus qui est généreux. Il est généreux de son temps. C'est pas pour rien qu'il y a du succès. Merci à Ray, tu es bienvenu, venez nous voir dans les 5 à 7 des Mordus. On a ici Nick, je ne dirai pas ton nom de famille, mon chum Nick, je veux juste pas le scraper. C'est quoi qui explique qu'il y a une très forte demande pour les multilogements? Plusieurs ventes en offres multiples. Est-ce un bon moment pour vendre? On en a parlé un petit peu, la question date peut-être un petit peu. Tu peux peut-être je résume ce que tu as dit pendant que tu te prépares. Je suis en train de regarder les signes honnêtement. Ouais. La question, c'est qu'il y a une très forte demande pour les multilogements. Plusieurs ventes en offres multiples. Est-ce que c'est un bon moment pour vendre? Oui, c'est un marché de vendeurs. Oui, mais c'est encore là. Les offres multiples, c'est sûr que si tu demandes un prix qui n'est pas raisonnable, bien, c'est sûr que tu n'auras pas des offres multiples. Parce qu'il y a souvent des offres multiples, mais finalement, l'acheteur va essayer de diminuer. Tu sais. C'est On voit souvent ça. L'acheteur, il rentre au plein prix, mais vu que le prix n'est pas raisonnable, bien, il va trouver tous les trucs possibles pour diminuer. Là, après ça, le vendeur dit « Ah, ben c'était pas un bon acheteur. » Ben, peut-être ton prix n'était pas juste. Exactement. Puis aussi, quand c'est bon, avoir des offres multiples, si tu le vends, tu mets un immeuble en vente en dessous du prix de la valeur marchande, bien, c'est sûr que tu vas en avoir des offres multiples. Est-ce que c'est le fait que tu aies 10 offres est bon ou pas? Pas nécessairement. Nous, bien sûr, personnellement, si je mets un immeuble sur le marché puis j'ai 10 offres en 2 jours, il y a quelque chose que j'ai pas bien fait au niveau de la mise en marché de l'immeuble. Si tu me donnes ton immeuble à vendre, s'il y a 10 offres en même temps, c'est parce que je ne l'ai peut-être pas mis assez cher. Il y a ça. OK. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre point aussi, c'est des offres multiples. Souvent, quand tu parlais, les gens vont faire des offres. Quand on va tomber en offre multiple, on va faire une offre plus chère que le prix demandé. C'est le cas. Et là, les gens vont souvent geler l'immeuble. Pour pouvoir l'analyser plus. L'analyser, puis après ça, ils vont voir négocier. C'est sûr que ça peut être une certaine perte de temps en bout de ligne. En fait, c'est la meilleure façon de te brûler avec les courtiers. C'est la meilleure façon. Là, des gens qui le font une fois, on peut comprendre. 2 fois que ça arrive dans notre réseau, où on a quand même toujours 60, 70 immeubles en vente. Fait que ça arrive que les gens font des offres juste pour geler l'immeuble. Par la suite, ils essaient de couper. Il y a des choses normales à couper. Après une vérification diligente, ça va arriver. Il y a des situations qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas visibles au départ. Mais tu vois des chevaux que les gens qui le font exprès juste pour aller geler l'immeuble. Ouais. Mais si tu le fais une fois ou 2, tu viens de te développer une réputation sur le marché que tu fais juste ça pour geler l'immeuble. Puis là, souvent, j'en parle, c'est de réagir rapidement avec ton courtier. Fait que si tu fais ralentir le processus de vente, le courtier, lui, c'est comme ça qu'il vit. C'est pas avec les loyers puis le long terme. Lui, il a une vision court terme. Il dit, plus vite que je vais vendre cet immeuble-là, plus vite je vais engranger profit, puis je vais recommencer l'opération. Donc, s'il y a un certain manque de respect envers la transaction, exactement. Puis c'est la réputation aussi. Si tu fais juste ça pour geler l'immeuble. Je me rappelle, Justin, puis tu as une réputation de closer, comme je l'avais dit dernièrement, et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que si on a une offre d'achat acceptée avec toi, OK, puis tu négocies serré, là, on s'entend là-dessus, mais on sait que si on s'entend, puis nous, on va au bat avec le vendeur pour travailler ton offre, mais on sait que ça va closer. Oui, tu pourras peut-être renégocier si tu découvres des choses qui n'étaient pas visibles au départ, puis qu'on t'avait pas, tu sais, que tu n'as pas eu l'information qui était découverte en cours de route. Puis même les vendeurs, à ce moment-là, habituellement, n'ont pas de problème quand c'est quelque chose de nouveau. Mais quelqu'un qui fait une offre puis qui veut baisser les prix parce que les fenêtres sont vieilles, alors que les fenêtres, on peut savoir. Apparaît, on le sait tout de suite. Tu le sais tout de suite. Exactement. Tu peux poser la question au départ. C'est une autre chose. Moi, je suis prêt à négocier serré. Je suis prêt à envoyer, comme tu dis, mon courtier au bat. Parce que généralement, le courtier, c'est le courtier inscripteur. Tu sais, dans le multilogement, on voit plus rarement les deuxièmes courtiers. Ben, c'est ça. Parce que je m'envoie de battre avec ton client. Ben, si je t'envoie de battre avec ton client, puis je me retire, je vais me sentir très mal à l'aise face à toi, parce que là, tu t'envenimes. Et nous, on a une première prise avec le vendeur. Parce que nous, on fonctionne un petit peu à l'intérieur de l'équipe. On se dit, en passant, là, juste pour dire que faire une petite parenthèse à l'équipe avec Nick, Thierry, François, Sylvain Lacasse, Nick à Raymond à Québec, William dans notre équipe, William Duvernay.
On a vraiment des gens extraordinaires. Juste les remercier si jamais ils sont là. Ouais. Et souvent, on parle de Patrice, mais c'est vraiment l'équipe qui est en arrière. Pour revenir au point de la négociation, c'est important de vraiment d'y aller fair play tout de suite. Puis souvent, là, vous allez automatiquement, nous, si on a un immeuble, qu'on sait que c'est bon, la personne qui a toujours été fair play va recevoir les listings en premier, c'est sûr et certain. Pas sûr. C'est sûr. Donc, je passe à la prochaine question. Donc, j'espère qu'on a bien répondu à Nick. Il y a Sean. C'est une question qui est très, très difficile. Un immeuble d'une valeur de 2 millions en 2018 va valoir combien dans 20 ans? Comment le marché va se comporter? Peut-être à m'aligner pour 5 ans, mais 20 ans, là, tu dis facile à répondre? Oui, ça va valoir plus cher qu'aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Ça va vraiment valoir plus cher. C'est sûr que ça baissera pas. Réponse savante avec une question. L'histoire nous l'a prouvé, ça ne baisse pas. Exactement. Ça peut baisser une année, mais ça va augmenter 2 fois plus l'année d'après. L'immobilier, ça a toujours été prouvé, puis là, c'est un courtier qui vous dit ça, mais il a toujours été prouvé que détenir des immeubles à long terme est ce qu'il y a de plus payant. On a juste à penser à la famille Fournel qui a vendu il y a 3 ans leur parc immobilier de 4000 logements, je me rappelle bien, à 1,5 milliard. OK? Ouh. 1,5 milliard. Ils ont vendu ça à Caprate, un fonds Donc, de placement immobilier. c'était plus que 100 000 la porte, ça, là. Ah, ben oui, c'est énorme. Mais il y a des immeubles en plein centre-ville, des tours en béton. Il y a, Okay. il y a plusieurs, il y a un parc immobilier assez dispersé, mais quand même dans le centre de l'île. Des immeubles à Côte-des-Neiges, mais il y a aussi des immeubles en plein cœur du centre-ville. Fait que il y a une balance. Les deux. Mais le fait que ont gardé, acheté, ont détenu à long terme, gardé, refinancé, racheté, ainsi de suite, ont grossi le parc immobilier. Et c'est des fortunes qu'on n'entend pas parler mais au niveau des médias, mais c'est quand même important. Te souviens-tu combien tu as vendu ton premier 12 logements? Pour faire une moyenne, peut-être, Oui. là? Parce Mon que premier 12 logements, c'était... 2004, tu as commencé à être en... Oui, le premier 12 logements que j'ai vendu, je l'ai vendu 3 fois. 3 fois. Donc, tu l'as vendu combien la première fois? OK. Honnêtement, je vais aller voir chercher l'information. Je pense que ça serait vraiment le fun de savoir, tu sais, en 2004, le premier 12 logements qu'il a vendu, combien est-ce qu'il a vendu? Il l'a revendu une deuxième fois à combien? La troisième fois à combien? Juste pour bien répondre à la question de Charles, je pense que ça serait une façon de lui dire, ben, remultiplier une quatrième fois, ça va faire 20 ans. Ben, il faut dire qu'il y a eu un marché qui a été quand même... Écoute, j'ai pas les chiffres ici, là, OK? Parce que la première fois que je l'ai vendu, je pense que c'était en 2004. Puis c'était à 1 million de dollars. 1 million en 2004. Et ça, c'est l'immeuble qui fait le coin Papineau-Sherbrooke, sur le côté nord de Sherbrooke et sur le côté est de Papineau, qui fait vraiment le coin. C'est le 1801 Sherbrooke. Parce que je sais l'avoir vendu en 2004. Ensuite, je l'ai revendu en 2006, à peu près. Et là, je me souviens pas, mais je ne l'ai pas ici, les données. En 2009, a été revendu 1 518 000. Ça, c'est pas toi qui l'avais vendu? Oui, la troisième fois qu'on l'a vendu. OK. Et il vient d'être revendu à 2 265 000. Fait qu'1 million. Donc, en 15 ans, il a plus que doublé de valeur. En 2004 à 2017, a passé de 1 million environ à 2 265 000. Bon. Donc, Sean, je ne sais pas combien tu as de blocs. À ta place, je raccrocherais et j'irais en acheter un. Marc-André Lavoie. Quelle est la meilleure méthode, le meilleur argument pour négocier une balance de vente avec un vendeur? Je ne suis pas sûr que les courtiers aiment vraiment ça, la balance de vente. C'est quoi le point de vue d'un courtier? Écoute, j'ai aucun problème avec la balance de vente. Ouais. Mon problème est le manque d'éducation des acheteurs, excusez-moi, et des vendeurs aussi. OK. La mécanique financière, elle est sous-utilisée sur le marché présentement et surtout mal compris. Ils vont aller dans un cours qui va dire « Faites des balances de vente, c'est bon. » Puis souvent, les gens vont dire « Hey, une balance de vente, j'ai une balance de vente, c'est bon. » On la set-up comment? C'est bon. Mais set-up comment? Mais juste le fait que parce qu'une balance de vente, ça devient un deal, c'est pas vrai. Si tu payes 25 au-dessus de la valeur marchande, puis le vendeur va te faire t'en donner une balance de vente sûr et certain sans problème. C'est-à-dire que si tu payes on ne peut pas acheter des conditions, mais il ne faut pas payer des conditions trop chères. Exactement, parce que si tu payes l'immeuble 1 million de dollars, puis il en vaut 800, bien, n'importe qui va te donner une balance de vente de 150 000, on s'entend là-dessus. Là. Fait qu'il faut faire attention. Fait que la balance de vente, le financement va aider, bien sûr, ça va être important de bien structurer, qui va aider au niveau du service de la dette, qui va pouvoir, pendant une certaine période de temps, donner un cash flow plus intéressant de l'immeuble, le temps de optimiser. Mais encore là, il faut savoir comment la structurer. Les gens vont dire, ben moi, je vais aller chercher un financement de 75 %, je vais aller chercher une balance de vente de 10 par-dessus ça. Ce qu'ils ne savent pas,
Puis parce qu'ils n'ont pas appelé leur conseiller, ils ont juste appris ça quelque part, ils ont juste lu ça sur les mordus ou ailleurs, sans aller au fond des choses pour aller suivre vraiment comment ça structure. Et là, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les banques, la majorité des banques vont compter la balance de vente dans le ratio de couverture de dette. Fait que ça devient des vases transversants. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la banque a dit, moi, je vais financer 1,25 de ratio de couverture de dette, ils vont prendre le paiement, c'est-à-dire que là, les gens vont la coter la valeur économique à 75 %. Mais le problème, c'est que le paiement de la balance de vente, la banque va l'inclure dans le paiement. Donc, ça va diminuer le premier paiement. Bon, il y a de toute façon. Puis là, c'est là que devient la mécanique de comment structurer la mécanique financière, de comment structurer la balance de vente devient important parce que ce qu'on va faire sans intérêt, sans impaiement, et là qu'un ballon à la fin de 5 ans, ou là que ça va améliorer la couverture de dette. Mais ce qui est important pour moi, les balances de vente et tout, entre autres, c'est d'être transparent aussi. Les gens nous avaient des fois avec des mécaniques que nous, Patrice Ménard Multilogement, on ne peut pas commencer à faire trop du fling-flang. C'est vraiment, on n'en fait pas. Non, il faut faire attention parce qu'il y a un art pour le faire pour que ça reste légal et que ça soit protégé Exactement. pour les deux parties. Parce que tu ne peux pas conseiller à ton client vendeur d'embarquer dans une structure où ce qui pourrait perdre sa balance de vente. Donc, il faut qu'elle soit bien faite. Absolument. Puis le plus important, c'est qu'il faut surtout d'être transparent avec les banques et ainsi de suite. Ouais. Souvent, la question que je vais poser à l'investisseur, parce que tu que peux ta pas banque dire à est au quelqu'un courant tu que connais tu pas fais une rien, balance de vente? parce que là, tu sais, il y a comment, en tant que courtier, tu peux dire... Comment est-ce qu'on peut la structurer? Parce que les banquiers sont très ouverts à ça. Il y a des banques qui n'ont aucun problème avec la balance de vente. Et même la SCHL, si c'est déclaré puis fait dans les règles d'or, il y a même une ouverture. Au forum, j'ai discuté avec des gens de la SCHL puis je leur demandais, les prêteurs privés, les balances de vente, puis ils me disaient, c'est pas nous qui empêchons ça. Eux sont ouverts à ça. C'est une garantie supplémentaire. Ce qui est important, c'est ça, parce que nous, à Patrice Ménard Multilogement, on est aussi une licence de courtage hypothécaire. On est courtier hypothécaire, comme très peu de gens le savent, mais on fait du financement avec William Duvernay dans l'équipe. Et il est important pour nous, on est correspondant approuvé SCHL. OK? Donc, on négocie directement les prêts que les gens nous envoient avec la SCHL. Et bien sûr, pour avoir la correspondance, ça te prend une crédibilité. Puis nous, la dernière chose qu'on va faire, c'est de ne pas être transparent avec les banques quand on fait du financement. Toujours. Dans n'importe quelle transaction, pour une relation soit considérée comme gagnant-gagnant, tu n'as pas le choix. Il faut être transparent avec tout le monde tout de suite au départ. Donc, il n'y a pas d'argument vraiment, Marc-André Lavoie, mais on a fait un bout sur ta question. Donc, selon moi, le meilleur argument pour négocier une balance de vente, honnêtement, ce que j'ai toujours dit, c'est que tu te rapproches du prix demandé du vendeur. Tu dis, écoute, je ne négocierai pas ton prix. Par contre, tu vas m'offrir des bonnes conditions. Absolument. Je pense que ça, c'est le meilleur argument pour convaincre un vendeur. Le vendeur, lui, ce qu'il veut, c'est avoir 100% de son prix parce qu'il a fait des projets avec cet argent-là. Donc, si tu lui permets de réaliser tous ses projets en touchant pas à son prix. De bâtir la relation avec lui, puis pas demander ça trop tôt dans la relation. C'est ça. Une balance de vente, la première fois que tu le rencontres, c'est ça. En même temps, aussi, de bâtir la relation, c'est sûr que quand il y a un courtier entre les deux, c'est à nous à bâtir cette relation-là de confiance entre l'acheteur et le vendeur. C'est ça l'art d'être courtier. OK? C'est pas de lire des listings. OK? C'est vraiment de mettre des gens, des investisseurs qui valent des millions d'un bar ou de l'autre avec des bons égaux et les mettre ensemble. Exact. C'est pas toujours facile, mais c'est ça notre job. Et à ce moment-là, c'est de rentrer en confiance et de montrer au vendeur que ta structure de financement que tu demandes, c'est ça qui va faire que tu es prêt à payer son prix. Et quand tu lui fais comprendre que oui, tu vas, comme tu l'as dit, Jocelyn, très bien, c'est que... Ça va revenir. Peut-être qu'il nous voit, on ne sait pas. On recommence à bouger. Parce que ça dit qu'on est en direct, mais on ne bouge pas. On est en direct en ce moment? On est en direct, là? Ah, on a des likes qui partent. On est en direct, mais on ne bouge pas. Donc, toi, tu m'entends sur ton ordi? Ben, je te vois bouger. Ah, OK. C'est juste moi, là. Parfait, merci. Juste mon ordi qui est gelé. T'as pas un PC, je ne pourrais pas faire une mauvaise blague. C'est bon. Oui, c'est ça. Hein? Donc, Patrick Lebreu qui a une question en lien avec la dernière question. Donc, multilogement, un acheteur utilisant une balance de vente. Donc, Patrice, c'est quoi le volume des transactions que tu fais qui a un multilogement? Qui a une balance de vente? Ching-chang, moi. Écoutez, encore là, je mets en référence notre rapport annuel. OK? Oui. Et Jocelyn, regarde, je te montre un live direct de notre indice multilogement qu'on va sortir dans 2 semaines. OK? Et si on regarde en 2017, l'an passé, on a la statistique ici, que tu vois. Oh, que j'ai hâte d'avoir accès à ça. 11% des transactions sur le marché sont faites en 2017 avec des balances de vente. En fait, dans la dernière année. Des balances de vente déclarées dans l'acte. Bien, quand ça passe par Patrice Ménard Multilogement, c'est déclaré dans l'acte, bien sûr.
Maintenant, ça, oui, c'est oui, juste oui. les transactions Patrice Ménard. Mais oui, exact. Non, ça, c'est le marché au complet. Je viens de comprendre ta question. Oui, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à travers les actes de vente. Donc, c'est déclaré dans l'acte. Est-ce qu'il y en a plus? Quand ça passe Patrice Ménard, c'est sûr, mais ça se pourrait qu'il y ait des contrôlettes ailleurs qui... Mais sur le marché, en général, nous, on suggère ici, pas de faire ça. on a regardé les 1478 transactions qu'il y a eu l'an passé. On a toutes lu les actes de vente au complet. Et avec ça qu'on sort notre Donc, rapport il y avait annuel. un petit peu plus que 150 balances de vente. Exactement, 11 %. Mais ce qui est important, c'est le petit chiffre que tu vois en dessous ici, qu'il y a une augmentation de 26 % sur le marché des balances de vente. Ça, c'est quoi que ça veut dire? Que les taux d'intérêt ont commencé à monter. Et là, l'élastique que je parlais tantôt, Donc, entre les valeurs économiques et les valeurs Le marchandes. vendeur est de plus en plus obligé de faire sa part pour le financement. Et c'est un signe comme quoi que le marché, présentement, commence à ralentir de façon importante. Parce que ça fait 3 mois de suite à cause des taux d'intérêt sont plus hauts. Exact. OK? Fait que ça répond à la question, pour être précis, 11 % des transactions l'an passé ont des balances de vente. Ça revient à peu près à la même chose dans notre agence immobilière. Excellente question de Nancy O'Connor. Est-ce qu'il est avantageux de faire passer le filage afin d'inclure dans le bail des services d'Internet et de câbles? Je vais te laisser répondre parce que c'est toi le gestionnaire, Ouais. mais je peux vous assurer que dans les prochaines années, il va falloir être très créatif pour pouvoir créer de la valeur. Puis si les frais de passer le filage et de rentrer le câble, l'Internet, des services comme ça valent la peine, oui, parce qu'il va falloir être créatif pour pouvoir créer de la valeur. Mon opinion en tant que gestionnaire d'immeubles, on a un petit peu plus de 300 maintenant. On a plusieurs immeubles où on va fournir les services d'Internet de câble. Pourquoi qu'on le fait? Première des choses, ces immeubles-là ont un taux de vacances beaucoup plus bas. Donc, dans ma gestion, je perds moins d'argent grâce à ça. Parce qu'encore aujourd'hui, même si les technologies s'en viennent bien, c'est de moins en moins cher à rentrer pour un multilogement. On parle de 40 logements, des fois 60 logements. Donc, l'infrastructure à mettre en place est de moins en moins cher, mais c'est quand même un investissement qui est important. Donc, mais quand est-ce qu'on va le rattraper? Je ne sais pas. Parce que souvent, c'est pas le fait de louer plus cher, mais c'est de ne pas être vide. Il y a un point aussi qu'un propriétaire qui a énormément de logements, m'a déjà dit des milliers de logements. Eux, ce qu'ils avaient fait dans les immeubles, c'est qu'ils avaient pris des appareils en location pour 3 ans, le temps qu'ils soient payés. Mais les coûts, incluant la location, ont fait monter les dépenses, donc ils ont refilé la facture aux locataires. Et bien sûr, la facture, mettons, tu as un pourcentage d'augmentation que tu peux faire selon avec le calcul que le savant que la régie donne. Là. Mais au bout de 3 ans, quand ta location est finie puis les appareils t'appartiennent, tes coûts de dépenses, tes dépenses diminuent de façon drastique, puis il n'y a personne qui s'en rend compte, le locataire. Puis toi, tu as augmenté sur les coûts d'ouverture. Fait que ça vaut peut-être la peine de louer des équipements. Calcul. Oui. C'est sûr. Avant, je passe à l'avant-dernière question. Un petit point, tantôt, quelqu'un posait la question sur on vient de parler de location. Tout ce qui est loué dans un immeuble est un point important à enlever si on veut créer de la valeur, au niveau du refinancement ou au niveau de la vente. Que ce soit des conteneurs à déchets. Ouais. C'est un conteneur à déchets là, qui coûte 500 $ par mois, exemple. Ouais. OK? Mais c'est 6 000 par année. 6 000 fois 20, c'est... Des fois, tu es peut-être mieux sortir tes petits bacs régulièrement que... payer un concierge à Ou 100 $ de un plus par mois. même, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a la location, les chauffe-eau, il y a un paquet de... Ouais, location de chauffe-eau, c'est un beau service, tu as acheté une tranquillité d'esprit, mais quand tu reviens pour vendre ton immeuble a des dépenses incroyables. Absolument. J'avais un immeuble, entre autres, je me rappelle, de C'est la 40... première chose que je négocie. S'il y a des chauffe-eau à Hydrosolutions, je vais dire au vendeur, paye tes chauffe-eau. Pour moi, la valeur économique est là. Caro, pendant que je vais poser la prochaine question, j'aimerais ça tu prends une photo de notre crowd, parce que c'est la première fois qu'on fait un live avec autant de spectateurs. On dirait qu'un autobus tombe en panne. Juste en avant, ils viennent se réchauffer ici. Pourtant, il ne doit pas faire froid aujourd'hui. Question de, tu le mettras dans le fil de commentaires que les gens puissent le voir. Question de Nadie Blanchet. Bonsoir. Pour s'assurer d'arriver au même cap rate que les banques, combien mettre en dépenses entretien et rénovation? 500 $ la porte, 5-10 des revenus, quoi? Prennent-elles l'âge des immeubles en considération? Patrice, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre, les banques vont prendre ou la SCHL va utiliser? C'est Nadia qui pose la question? Oui, au poste d'entretien et / rénovation. OK. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Je vais te le trouver, ce sera pas tellement long. Je le sais par cœur, mais j'aimerais ça lui donner comme référence. En tout cas, d'aller dans le rapport de marché l'an passé, on l'a enlevé ici. Donc, le rapport de marché, je vais rappeler à tout le monde parce qu'il y en a qui in and out sur la page. Vous allez sur patriceménardmultilogement.com. Oui, mais là, il faut s'entendre que c'est le rapport 2017, donc... Le 2018 va sortir dans 2 semaines. Ça va être l'indice multilogement. Parfait. Mais oui, ça va dépendre de la grosseur de l'immeuble, OK?
que la SCHL va donner des ratios de dépenses qu'on appelle des dépenses harmonisées SCHL selon pour le taux de vacances, aussi les taux de vacances. Rapidement, le taux de vacances, généralement 5 5 Si on s'en va selon en le région, secteur, on peut augmenter à peut l'augmenter ou le baisser si on est dans le centre de l'île. Ça, Parfait. c'est des choses qu'un courtier hypothécaire multilogement va être Devrait savoir capable, par cœur. qui va être capable de Par négocier avec la Ça se SCHL. négocie en plus. Les banques, courtiers hypothécaires ou les banques. Ensuite de ça, tu as l'administration qui est habituellement 5 peut-être un peu plus, selon les 6 logements. 6 à 11 logements, 6 logements vont prendre un ratio. 12 logements et plus vont prendre un autre ratio. Donc, il y a vraiment une ligne. Puis ça, pour les gens qui le veulent, peut-être juste m'envoyer un petit message. Je ne sais pas combien de messages qu'on va recevoir, mais c'est facile pour nous de vous envoyer le paramètre d'harmonisation. Ensuite, ça, ils vont prendre les taxes, toutes les taxes municipales scolaires, c'est la dépense réelle. L'électricité, ça va être dépense réelle. Le chauffage, dépense réelle. Et par la suite, on va arriver dans l'entretien. Habituellement, ils vont prendre 500 $ la porte. Si c'est des immeubles qui sont en béton, ils vont prendre 750 $ la porte. Mais ça, encore là, il faut faire attention. Des immeubles en béton qui ne sont pas nécessairement des grosses structures, qui vont être des structures peut-être, mettons, qui n'ont pas d'ascenseur, juste, mettons, du 2-3 étages. On va être capable de négocier avec les CHL des frais qui vont être en dessous du 750 $. Mais c'est pas une règle là, la règle écrite est vraiment 750. Ensuite de ça, il y a si le poêle et le frigo sont fournis, ils vont mettre une dépense pour les électroménagers de 50 $ par appareil ou habituellement 100 $ par logement. Il y a l'entretien puis le salaire du concierge aussi qui va varier selon la grosseur de l'immeuble puis du type d'immeuble, sa construction ou pas. Donc, on a bien répondu à la question. Pendant que je vais te laisser te préparer, j'ai préparé un défi pour Patrice. Il va nous analyser rapidement un listing en direct. On ne dira pas où. Ben, on va dire où. À Boisbriand. On ne donnera pas l'adresse exacte. Je vais ramasser ça sur MLS. C'est un immeuble. Puis je veux savoir l'opinion du spécialiste en multilogement au Québec. Donc, il connaît le marché par cœur. Il va nous faire rapidement une analyse. Pendant ce temps-là, salutations à Olivier Paré qui nous écoute en background avec Guillaume Saillant et Christian Pomerleau. Il nous dit bon live les boys, je suis avec Christian Pomerleau, Guillaume Saillant. Préparation de notre mastermind et de l'USP, Ultime Sommet de la Prospérité. Ils nous écoutent en background. Ils sont en train de préparer un événement de 3 jours où il va y avoir croissance personnelle, formation. C'est probablement l'événement au Québec qui rassemble la plus belle qualité de conférenciers. Donc, je vais être là. En passant, bonjour à Olivier, que également, il y a 2 jours environ. Oui, vous étiez à Vegas. Oui, de 2 jours, 3 jours, là, on était ensemble, que lui aussi a viré une brosse avec moi et Sana à l'eau. Allô, oui? Oui. Je vais remplir ton verre maintenant. Dans un beau restaurant là-bas. On a été au Nobu. C'était vraiment bien. Olivier qui a, bien sûr, qui a été au Tenix avec nous. Vraiment une personne vraiment qu'on a appris à connaître là-bas. Là. Vraiment, vraiment intéressant avec... Ouais. Un chic type, quelqu'un oui. qui a à cœur le succès des autres. T'es okay. déjà prêt ou? Ben, écoute, j'ai le listing. Je me ferai une plug. Ah, vas-y. Je vais faire une plug pendant Parfait, ça. parce que ça. Parce que la semaine passée, je l'ai fait d'ici. Là, je me vois pas. Vous me direz si vous le voyez. Je vais essayer de le rapprocher. Notre super magnifique. Je suis correct, Caro? Oui. Donc, notre super magnifique nouveau magazine Mordu d'immobilier. Donc, nouveau logo, nouveau format, nouvelle équipe, nouveau contenu. Donc, si vous voulez, il va être je pense que c'est lundi qu'il va être en vente sur les réseaux sociaux. Il est distribué demain dans 1700 points de vente. Donc, envoyez-nous un petit courriel sur info@commercialmordudimmobilier.com si vous voulez plus d'informations, vous abonner, quoi que ce soit. Sinon, en ligne, on est encore capable de s'abonner pour le prochain numéro. Malheureusement, vous n'aurez pas celui-là parce qu'il est déjà sorti. Vraiment magnifique. Jeudi passé, merci à l'équipe de l'Auberge Saint-Gabriel qui nous a reçus gracieusement. Merci à Audi Park Avenue qui est venu faire un beau tirage pour un Q10 un week-end. Notre commanditaire principal, les bouchées étaient exceptionnels. Le crowd qui était là, j'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels. On était habitués à nos mordus, notre petite gang, mais là, il y avait des gens qui ne nous connaissaient pas grâce au bon travail de Caroline, qu'on a été chercher une nouvelle équipe. Donc, je vous invite tout de suite au prochain 5 à 7 qui va être le 22 mars. 22 mars à Boucherville. Donc, première fois qu'on va être à Boucherville. On est en train de vous organiser de quoi d'exceptionnel. Pendant ce temps-là, Patrice a eu le temps de se préparer? Oui. Good. Je suis sorti de la calculatrice. Oui, ça prend une calculatrice. Bon. Là, j'ai été chercher l'immeuble. OK, c'est un 8 logements. Ça donne bien parce qu'il y a des gens dans l'équipe qui avaient déjà analysé l'immeuble. OK, donc c'est déjà des informations dans ta base de données. J'ai vraiment... D'ailleurs, la majorité des meubles, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On passe à travers tous les jours. Chaque fois que je parle de l'immeuble à Patrice, attends un peu, je vais aller voir. Oui, j'ai de l'information pour toi. Fait que si vous avez besoin d'informations d'un bon courtier, là. Absolument.
Donc, À on première vue, qu'est-ce que tu vois sur OK. ce listing? Première chose, là, moi, bien sûr, on a la base de données, c'est pas tout le monde qui a les outils qu'on a. Fait que ce qu'on fait en dedans de 15 minutes, 30 minutes, quelqu'un, ça peut prendre des jours avant de le faire, mais quand on connaît bien, petit conseil aux gens, travaillez dans le secteur que vous connaissez. Souvent, les gens vont nous appeler, ils vont dire, Patrice, moi, OK, c'est quoi, on va poser la question, c'est quoi tu cherches? Alors, moi, je cherche un deal. OK, mais c'est où ton deal? Ben, partout qu'il y a un deal. Puis, ces gens-là ne trouvent jamais d'immeuble. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'identifier les deals, parce qu'ils vont passer, comme je disais tantôt, les 600 propriétés sur le marché et ils n'ont jamais rien trouvé, ils ont juste passé à travers le tableur Excel, ils n'ont jamais été capables de trouver d'immeuble parce qu'ils ne sont pas capables de voir le potentiel. Puis souvent, quand ils vont finir par trouver le deal, OK, mais étant donné que ce n'est pas dans un secteur qu'on appelle un farm market ou un secteur ferme, quand ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas capables d'identifier. Puis là, quand tu arrives, exemple, on parle de Boisbriand ici, OK? Si ça, c'est un deal, OK, qui est apparu, dites-vous que la personne qui cherche seulement à Boisbriand, Sainte-Thérèse de Montagne, Saint-Eustache, Rosemère, Il est déjà au courant. lui, là, en regardant le listing, va le savoir tout de suite. Alors que vous, ça va vous prendre 3-4 jours avant de passer à tableur Excel. Par le temps que vous recevez le listing, vous le mettez dans votre tableur Excel, vous allez passer après à job, ou non, vous allez attendre à la fin de semaine parce que c'est loin de chez vous. Vous allez passer le samedi. Le dimanche, vous allez repasser avec votre conjointe, repasser une deuxième fois. Lundi, vous allez appeler le courtier. Et là, à ce moment, le courtier va vous dire, il y a déjà une offre dessus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez précis dans vos recherches. Et ça, c'est important. L'autre point aussi, les gens, Patrice, moi, je cherche un deal. Quand, vraiment, les gens ne cherchent pas des deals. Les deals, il faut les lire entre les lignes. Comme je vous ai parlé tantôt de l'histoire du sans-logement. On va regarder ça ensemble, on va le dire tout de suite. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est vraiment le secteur. L'autre point aussi, les gens vont dire, ah ben moi, là, ils ont fait les 600 logements sur le marché, puis ils n'ont pas acheté. Ben moi, quand mec, le marché, à cause des taux d'intérêt montent présentement, on l'entend de plus en plus, ou pour X raison, les gens vont dire, ah ben là, tu vas voir, tout va tomber, tout va planter, puis à ce moment-là, je vais acheter. Le problème avec cette mentalité-là de ne pas acheter quand on est prêt d'acheter, puis de travailler avec le marché, peu importe le cycle qui est rendu, c'est qu'on est rendu dans le sideline. Quelqu'un qui n'est pas sur le marché pendant 3, 4 ans ou 5 ans, puis qui attend que les prix baissent pour acheter, parce qu'on entend plein, Patrice, mec, ça baisse, je vais rentrer dedans, j'ai de l'argent, je vais financer. Si la théorie que le marché va baisser est vraie, OK, le problème avec ça, que si vous n'avez pas fait d'achat dans les 5 dernières années, si jamais ça baisse, les premières personnes qui vont récolter, et tous les gens qui vont récolter les deals, c'est les gens qui ont été actifs dans les 5 dernières années. C'est sûr que votre réseau, quand vous n'êtes pas actif, est diminué. Les courtiers, par la force des choses, vont vous oublier. Et là, vous pensez que le lendemain matin, quand tout tombe, que là, les courtiers vont vous appeler en premier, ça s'entretient un réseau. Fait que les gens qui sont pas dans le circuit, c'est sûr et certain que c'est pas eux qui vont ramasser les immeubles. Donc, on vient à l'immeuble ici. Désolé pour le petit... je me suis emporté un petit peu. Je pense que les gens en redemandent. Là. C'est pas grave si on étire un petit peu sur l'horaire. Je me suis emporté un peu. En tout cas, moi, j'en redemande. OK. Première chose, d'étudier son secteur. OK. Ici, on était à Boisbriand. Boisbriand est... Ça, c'est un autre facteur quand on connaît bien l'industrie, on connaît bien son marché. La Rive-Nord de Montréal est l'endroit où que le taux de taxation est le plus élevé. Donc, on va prendre un immeuble à 10 fois les revenus à Montréal ou 10 fois les revenus à Boisbriand. Brut, là, on parle du brut, et c'est là qu'il est dangereux de travailler avec le brut, mais souvent dans les 8 logements, les banques vont travailler avec le brut. OK? Même les investisseurs, les 6 et 8 logements. OK. Et le danger avec ça, c'est que quand on regarde le pourcentage de taxes sur les revenus bruts, mettons qu'on prend le compte de taxes, puis à Boisbriand, à peu près, là, le montant de taxes, chaque dollar qu'on reçoit d'un locataire, il faut redonner 17 % à la ville. OK. Puis ailleurs, ça serait... À Montréal, c'est entre 8 et 9 % Entre 8 et 9, mon Dieu, c'est presque. Ben oui, il y a 10 % de plus. Donc, quand on regarde 10 fois... Fait que c'est important de travailler avec le indicateur de revenu net quand on voit dans ce secteur-là. Ouais. Et les gens nous demandent souvent dans notre rapport, année après année, dans le rapport de l'an passé, et vous allez voir, quand on regarde les secteurs, que le secteur de la Rive-Nord est plus élevé que partout. Et c'est important de bien connaître son parc immobilier. Donc, Laval fait partie de la Rive-Nord? Oui, Laval-Rive-Nord est plus élevé, puis même aussi Laval, les taxes sont beaucoup plus élevées. Et c'est facile à faire. Allez voir n'importe quel immeuble qui est à peu près 1 million à Laval-Rive-Nord et allez voir le même immeuble à Montréal à peu près 1 million au niveau d'évaluation municipale. Vous allez voir la différence au niveau du compte de taxe. Au niveau de la compte de taxe, bien sûr, il va affecter ça.
Donc, c'est important de savoir ça. L'autre point aussi, fait que, déjà on sait là, que Laval-Rive-Nord, c'est l'endroit le plus cher dans le Grand Montréal. 1, à cause des taxes. 2, quand on connaît bien notre marché, puis d'ailleurs dans notre rapport aussi l'an passé, JLR a fait une étude pour nous sur le multilogement pour démontrer comme quoi que l'âge du parc immobilier. Et on se rend compte que sur la Rive-Nord, c'est l'endroit où le parc immobilier est le plus jeune. C'est 1981 de mémoire. La moyenne. En moyenne. Et lorsqu'on regarde à Longueuil, dans le parc immobilier est plus dans les années 70. Et la différence de construction entre les années 70 et les années 80, elle est énorme. Et à ce moment-là, on peut voir que, entre autres, juste le filage d'aluminium versus le filage de cuivre. À partir des années 80, on n'en voyait plus. Ouais. Et déjà là, c'est une grosse différence au niveau des assurances. Ouais. Parce que quand tu viens pour assurer, en tout cas, sans rentrer dans les détails, c'est important de connaître son secteur, de comprendre pourquoi que sur la Rive-Nord, on va payer plus cher. Fait que si je regarde cet immeuble-là, un 8 logements, OK? Là, moi, j'ai dans la base ici, j'ai le propriétaire. D'après moi, l'immeuble depuis un certain temps, parce qu'il n'y a aucune transaction qui a été faite dans notre base de données. Puis nous, on a tout qui est à jour depuis 2008. Fait que, d'après moi, les propriétaires sont encore à l'immeuble depuis 2008. Maintenant, donc, il a payé un prix beaucoup moins. Ça, c'est un autre point que les gens vont faire l'erreur. Est-ce que le propriétaire va vendre moins cher parce qu'il a payé l'immeuble 300 000? Puis là, aujourd'hui, le prix demandé est à 950? Non. Le propriétaire qui met son immeuble en vente va aller chercher le maximum aujourd'hui. Exact. Est-ce qu'il va être peut-être plus facile à négocier pour pouvoir faire une partie du financement? Oui, il y a le jus nécessaire. Mais encore là, il va falloir lui donner son prix. Maintenant, si on prend le même immeuble, je vais juste lire rapidement pour l'auditoire. Un 8 logements à Boisbriand. Prix demandé 950 000. C'est un 8 logements. Né de construction 1991. Et là, on peut voir tout de suite que... Oui, 91, qui est quand même récent pour le marché. On peut voir qu'il y a une différence entre les TGA entre 1970, 1980, 1991. Et dernièrement, bien sûr, on a les TGA de 2010 et plus. Mm-hmm. OK. Et là, il y a un facteur de potentiel qui arrive cependant. Lorsqu'on arrive dans les immeubles de 2010 et plus, les gens ne paieront pas nécessairement un TGA qui est plus bas parce que souvent, ça va être des immeubles qui sont construits neufs et il n'y a pas de jus dedans parce que c'est neuf. Donc, il ne peut pas grand-chose. Les loyers sont déjà au marché puis les dépenses sont déjà maximisées. Ouais. 91. Ensuite, on regarde les loyers ici. Là, moi, j'ai mon analyse que je vais sortir après. On va rentrer là-dessus. Ensuite, les remarques. Ensuite, revenus mensuels. On les a ici. Construction. J'essaie d'avoir un peu d'informations. Pas grande information, bien sûr, sur une fiche MLS. Les revenus à partir de juillet 2018 sont de 64 680. OK? Fait que ce qui est intéressant, c'est que le propriétaire a déjà fait ses renouvellements. C'est pas beaucoup, 64 000 sur un 8 logements. Exact. Bon. Je connais pas le marché là-bas. Moi, je suis spécialisé sur la Rive-Sud, mais 64 000 selon moi pour un 8 logements. Mais tu vois, tu connais bien ton marché, Jocelyn. Parce que déjà là, juste en voyant un revenu, tu peux voir s'il y a du potentiel ou pas dans les revenus. Il y a un revenu. Il y a un potentiel. On va la regarder. Il y a quelqu'un dans mon équipe qui a déjà développé une analyse de potentiel là-dessus. Et là, OK, on parle ensuite. Fait que déjà, il a renouvelé ses bails. Moi, ce que je vais regarder aussi, c'est on a déjà les revenus de juillet. On nous donne exactement l'ancien revenu et les nouveaux revenus. Est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, le calcul entre. Caroline, est-ce que ta calculatrice. OK. Tu peux-tu faire le calcul entre 64 680 oui. Moins 63 900. Moins 63 900. 780. 780 divisé par 12 mois. 65. Divisé par 8 logements. 8 et 12. Il y a 8 et 12. Beaucoup, lui, là. 8 et 12. Et divise 8 et 12 par 63 900. Là, tu vas arriver avec un 63 900. 0.00012. OK. 715. Ce chiffre-là. Un dixième. Non, le propriétaire a augmenté de 1,2 ses revenus. 1,2 OK? C'est quoi que ça veut dire? C'est probablement le chiffre que la régie a donné. Donc, on a un propriétaire qui ne maximisait pas ses augmentations. Pas du tout. 1,2 honnêtement, quelqu'un qui suit la régie n'est plus en mode optimisation. Pas du tout. OK? Exact. Maintenant, on va aller dans l'analyse qu'on a faite dans l'équipe. Premièrement,
nous, le prix cible pour cet immeuble-là, il demande 950. Selon nous, sur le marché, ça va entre 850 et 875 000. Okay? Si on y va un chiffre à 850 000, on est à 106 000 la porte, à 13 fois le revenu brut, et avec un MRN de 23,4 pour un TGA de 4,3. Mais là, il faut faire attention. 4,3, puis là, il faut regarder ces ratios-là. Et de là, l'importance de connaître ton secteur comme il faut. Parce qu'on va prendre les ratios, puis on va regarder dans le secteur, est-ce que les ratios respectent le secteur ou pas? Est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne? Mais là, c'est les ratios. Puis ma phrase de départ que je me posais, c'est qu'il faut regarder comment que ces ratios-là sont générés. Comment que le revenu brut est généré, comment que les dépenses sont générées, et pour arriver au revenu net. Et si on va un peu plus loin, OK, on a l'analyse financière, mais au prix payé, ça semble pas intéressant. Et c'est là le problème. C'est quand on regarde les ratios, les gens ils bloquent. Non, ça n'a pas d'allure. 4,3 de TGA, il n'y a pas d'argent à faire avec ça, et ainsi de suite. Et là, je descends un peu plus bas avec la valeur. Malheureusement, dans l'analyse ici, je n'ai pas la valeur économique. OK? Mais pour acheter cet immeuble-là à 850 000, c'est-à-dire 100 000 de moins que le prix demandé, ça va demander une mise de fonds avec les CHL de 40 à 100 000 de prix. Fait que chaque dollar qu'on paye de plus, ça va augmenter la mise de fonds. Maintenant, on est à 40 Fait que vraiment, l'immeuble est à quelques 100 000 au-dessus de la valeur économique. Déjà, on a un problème au départ, mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas, mais ça devient un peu plus complexe. Si on regarde l'analyse potentielle qu'on a développée, c'est que présentement, la moyenne des logements est à 666 Du sujet. Oui, si on prend les 8 logements, parce que c'est tous des 4,5, on prend les 63 900, si je me souviens bien, divisé par 8 logements par 12, on arrive à 666. Si on regarde, si on a fait une analyse, dans l'immeuble, le plus haut est à 720 OK? Donc, on peut voir d'entrée de jeu que tu savais, toi, tu as vu tout de suite comme quoi qu'il est revenu plus bas. Fait qu'à 666, on est à 720. Ensuite, ça c'est le sujet. Fait que nous, on prend toujours dans une analyse le plus haut de toute la gang, OK? En espérant que ce n'est pas les deux qui sont au sol. Il faut faire attention à ça. C'est la moyenne. Oui, puis en tenant compte aussi qu'il y a des logements au sol, fait qu'ils ne peuvent peut-être pas nécessairement aller au même prix que ceux qui sont en haut. 720 La SCHL, dans ce secteur-là, ici, les revenus sont à 734 et selon nos données à nous, le Patrice Ménard Multilogement, sont à 727. Pourquoi que nous, on va être souvent différents de la SCHL? C'est que la SCHL, eux, l'avantage, c'est que bien sûr, on a un échantillon énorme, mais ils ne disent pas si c'est chauffé propriétaire ou locataire. Okay. Ici, on a un immeuble qui est chauffé locataire, donc à ce moment-là, ça va devenir difficile, c'est-à-dire la moyenne de 720, normal, c'est-à-dire que ça va être en dessous. Nous, à 734, on est au-dessus parce que, pour toutes sortes de raisons, on va être un peu plus précis, chauffant locataire propriétaire. 727, excusez, qu'on avait. Donc, si on fait la moyenne du sujet, 720, 734 SCHL. La moyenne du sujet, 666. 666. Et on prend le maximum du loyer 720. Donc, on prend, mettons, premier chiffre 720, deuxième 734 SCHL, et notre moyenne à nous, 727. On fait ces trois chiffres-là. On arrive avec mettons qu'on dit un chiffre de 727 ici. C'est-à-dire de 666 à 727, il y a possibilité d'augmenter les revenus, les loyers de 9,3 donc équivaut environ à 5 952, environ 6 000 de jus d'augmentation. 6 000 fois 20, ça va nous donner 120 000 je pense. De valeur. De valeur. 120 000. 120 000. On perd sa vivacité devant une caméra. Là, pourtant, 6 000 fois 20, c'est assez simple, mais bon, je vais être sûr et certain. Ensuite de ça, dépenses sur une base annuelle. Dans les dépenses ici, on a l'assurance. L'assurance, dans ce secteur-là, ça c'est un peu difficile pour les investisseurs d'avoir ça. Nous, on est les seuls à avoir les données sur les dépenses, parce qu'avec le rapport annuel, on calcule tout. Mais encore là, quand on connaît bien notre secteur, on sait combien c'est. Souvent, j'analyse avec des gens en direct des listings pour avoir la valeur économique, puis je dis, ah non, tes assurances sont trop hautes pour un 8 logements ou sont trop hautes pour un 16 logements. Dans ce coin-là, ça devrait être plus tel type parce que c'est telle année. Mais à force d'en faire, on les connaît par cœur. Absolument. Puis, donc, on peut voir ici que dans les dépenses, l'assurance, ça peut être baissé de. Le coût par logement annuel de cet immeuble-là est de 306 $. Selon le secteur, c'est 291. Fait qu'on peut baisser annuellement à 122. L'électricité est présentement à 85 $. Le moyen du secteur est à 44 $ par logement. Il y a peut-être un peu de jeu à faire. Il faut faire attention. Il y a des fois qui ont des entrées avant et des entrées arrière. Donc, c'est chauffage locataire. Mais le fait qu'il y ait deux entrées, une avant et une arrière, ça va coûter plus cher. Ça, c'est un autre point à regarder.
Est-ce qu'il y a juste une entrée en avant, puis en arrière, c'est directement un petit escalier où les gens peuvent sortir? Ou... Puis ça coûte moins cher l'électricité. Absolument. Parce qu'une cage d'escalier pour un 8 logements devrait coûter entre 450 et 550 d'électricité juste en avant. Puis si tu en as une deuxième en arrière, ben, ton bill d'électricité va passer de 1000 à 1100. Absolument. C'est une grosse différence quand même là, sur ta valeur économique. Donc, ça, c'est un point important. Puis le déneigement ici, qui est un peu du ratio du secteur. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire les dépenses. Mais quand même, il y a 6 000 $ environ qu'on peut aller chercher. Fait que 6 000 $, ça donne une possibilité d'augmenter le revenu net, parce qu'on parlait sur les revenus bruts, mais quand on enlève les dépenses, ce 6 000 $ représente 17 % du revenu net. De là, l'importance de regarder un peu le jus dans l'immeuble. Fait que oui, quand il y a du potentiel dans un immeuble, on va regarder 3 ratios quand on regarde un immeuble. Ensuite, quand on sait d'où sort le jus du revenu net, là, on a bien analysé, on va regarder 3 ratios pour pouvoir identifier. Ah oui. Mais moi, là, je suis vraiment excité parce que je vois toutes ces valeurs. Il faudrait trouver une application qu'on puisse le montrer. Mais ce rapport-là, quand tu le montres à ton vendeur, il ne veut plus vendre après. Ben, Parce que là, il mais voit ça le vient potentiel non, mais ça qui vient au est moins cher. au point. Il y a des gens qui vendent pas parce que c'est le temps de vendre. Ouais. Les gens vendent puis sont tannés. Puis, il y a un transfert générationnel qui est en train de se passer présentement sur le marché. Et on va regarder les années entre c'est sûr que si t'as pas l'énergie 2016 pour développer le et potentiel. 2020, là. On va regarder ça dans 10 ans comme étant des années de création de valeur incroyables. Mais vraiment, là. Tout ce qui s'est construit dans le locatif, OK? C'est énorme ce qui s'est construit. Les dernières données, puis ceux qui ont vu l'entrevue là, sur mon, avec l'APCHQ, là, Georges Lambert, sur mon site web, sur Facebook, on a fait il y a 2-3 semaines. L'an passé, il y a 46 % des nouvelles mises en chantier au Québec qui étaient pour le locatif. 46 % L'année précédente était 42 % alors que dans les bonnes années du condo, personne ne voulait faire du locatif et c'était environ 17, 18, 19 % Donc, on tombe dans des années de... Puis quand on construit du locatif, c'est de la création de valeur pure. Pure. OK? Et ces immeubles-là, OK, il y en a... 46 % c'est énormément. C'est fou. Et là, ça va venir. La deuxième chose aussi on va se souvenir beaucoup, c'est le transfert générationnel. En ce moment, on est dedans. Je t'ai parlé tantôt qu'il y avait une augmentation des transactions sur une base annuelle. On a parlé des taux d'intérêt qui ont poussé certains vendeurs, quand les taux d'intérêt étaient à 2,12, 2,24, à pousser sur le marché. Mais le rythme, malgré l'offre qu'on voit depuis les 3 derniers mois, malgré que les taux d'intérêt ont monté, le rythme de vente se continue quand même au même rythme. Pourquoi? Exact. Parce que là, présentement, il y a un transfert générationnel au niveau des entreprises au Québec, dont les entreprises immobilières, les parcs immobiliers, qui vont se faire dans les 3, 4 ou 5 prochaines années de façon massive sur le marché. Et ça va donner des opportunités super intéressantes. Parce que pourquoi? Il y a des gens qui ont des parcs immobiliers depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis que ces gens-là, les immeubles sont payés, ne sont pas agressifs dans les loyers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas acheté ces immeubles-là il y a 5 ans à Pas d'hypothèque 85. à payer. Exactement. Ou presque. Ils cherchent la facilité. C'est ça. Tu as un bon locataire, pourquoi l'augmenter pour qu'il s'en aille? Tu sais, quand tu n'as pas d'hypothèque, c'est ça. Parenthèse, il y a un propriétaire qui me dit, Patrice, à un moment donné, il dit, écoute, moi, puis le revenu était vraiment en bas, tu sais, puis j'essaie de comprendre comment ça. Il dit, c'est simple. Il dit, moi, là, à tous les automnes, avant de partir pour la Floride, pour l'hiver, je vais voir chacun de mes locataires, puis j'ai dit, si tu ne m'appelles pas avant le mois d'avril, je ne t'augmente pas. Je demande pas. Fait que tu fais ça pendant 5-6 ans de suite, ben c'est là que tu te ramasses. OK. Donc, ferme la parenthèse, double parenthèse, on regarde 3 ratios. OK? Le premier ratio qu'il faut regarder, voir s'il y a du potentiel dans un immeuble, il faut regarder comment que l'immeuble est exploité. Cet immeuble-là, ici, est exploité, quand on regarde le ratio, à 43 % de dépenses sur les revenus bruts. La moyenne d'un chauffage locataire est de 30 quelques %, 32, 33, 34 %. Donc, 10% trop de dépenses. Lui, il y a 10 % trop de dépenses. Mais ce n'est pas les dépenses, on l'a vu, c'est les revenus. Qui sont trop bas. OK, de là l'importance. Fait que là, on le sait. Fait que là, le premier ratio, il y a 2 ratios de potentiel importants. Le premier, c'est le potentiel de dépenses sur les revenus. Et le deuxième, ça se trouve le coût par logement. Les gens, le coût par logement, il y en a qui disent que ça vaut rien, ça vaut rien. Pour moi, il y a 2 ratios pour identifier s'il y a du potentiel dans l'immeuble. Le pourcentage de dépenses sur les revenus bruts. Et le deuxième, c'est le coût par logement. Bien sûr, il faut comparer le coût par logement des pommes avec des pommes, des 3,5 avec des 3,5, des 4,5 avec des 4,5. Pourquoi? Parce que le coût par logement est la chose la plus importante pour la création de valeur. Puis, si on compare le coût par logement et le multiplicateur de revenus bruts et le multiplicateur de revenus nets,
Les acheteurs expérimentés vont dire, je me fous du revenu net, du facteur, non, c'est pas vrai, je me fous du multiplicateur de revenu net ou du taux global d'actualisation. Emmène-moi n'importe quel immeuble dans un secteur qui se vend 100 000 la porte à 80 000 au lieu de 100 000. Je vais payer 4 de TGA, je m'en fous. Pourquoi? Parce que j'ai 20 000 de cap que je sais que si je fais le travail, que je vais être capable de l'emmener au marché. Exact. Et l'erreur que les gens font souvent, qu'ils vont regarder, ceux qui ne sortent pas du tableur Excel, qui font juste regarder les multiplicateurs de revenus net, sans regarder comment ils généraient les multiplicateurs de revenus net, c'est qu'ils vont regarder les dépenses. Ils vont regarder l'exemple de TGA. Puis, à un moment donné, ils vont tomber, là, ils vont faire 60 immeubles, puis ils arrivent tous à 4, 5 4, 5 4, 5 de TGA. Et whoop, bang, ils tombent sur un immeuble à 6 de TGA. Ils se dépêchent pour acheter ça. Le problème, c'est que le vendeur, avant eux, a fait la job, a tellement maximisé l'immeuble que lui... Là, il n'y a plus de potentiel. Oui. Puis, regardez le même immeuble qui est à 6 de TGA, dans un secteur où tout se vend 100 000, il va se vendre à 115 120 000 la porte. Pourquoi? Parce que le vendeur, en fait, c'est un signe premier. Fait que si tu es dans un secteur qui se vend 100 000 et tu achètes à 120 000, et toi, tu n'as pas d'expérience, la seule chose que tu fais, c'est que tu cherches des cap rates, tu achètes à 6 et wow, la banque va me financer à 85 wow! Maintenant, si tu n'es pas expérimenté comme le vendeur l'était avant, tu vas avoir de la difficulté. La raison, c'est que tu ne seras pas capable de continuer à gérer l'immeuble. Parce que tu vois, le même immeuble, je vous l'assure, faites les calculs, vous tombez sur un immeuble qui est à 6 de TGA, vous allez voir que son dépense, au lieu d'être à 30 il va être à 25 C'est ça. Il a maximisé les dépenses. Complètement. Fait que c'est important d'acheter dans un marché présentement, d'aller au-delà des ratios. Et bien sûr, le cap rate, le MRB, va aussi y aller avec la méthode paritaire. Pour les gens qui sont encore plus évolués dans la mathématique immobilière, vont voir la constante hypothécaire aussi qui va être importante. Quelque chose de très complexe. Mais définitivement, les ratios potentiels sont importants. Patrice vient de confirmer qu'il faut connaître son marché, qu'il faut savoir calculer une valeur économique, vraiment important. Si vous ne savez pas calculer une valeur économique, première chose à faire dans votre carrière d'investisseur immobilier, savoir la calculer. Parce que c'est pas juste de demander aux intervenants. On ne peut pas réagir assez rapidement si on appelle tout le temps notre courtier, notre évaluateur, puis ça coûte des frais. Donc, vraiment important de savoir, connaissez votre potentiel. Quel est le potentiel? Connaissez le marché autour, c'est combien ça se loue, où est-ce qu'on s'en va. Parce qu'on a débordé sur tous les côtés, là, mais vraiment. Mais merci à monsieur aux gens. Mais juste pour venir ce fameux immeuble-là, là, avec nous, notre prix, ça serait 850, malgré que la valeur économique, je viens d'aller la chercher ici, est à 650. Fait que je paierais quand même 200 000 Donc, valeur de plus. économique 650, ce qui veut dire que la banque financerait 75 de ça ou 85 de ça. Mais parce que j'ai du jus dedans. Ouais. Quand il n'y a plus de jus dans un immeuble... Si c'était maximisé, on ne peut pas rien faire. Si c'est maximisé, il ne faut pas payer plus que la valeur économique. C'est sûr. Parce que là, c'est là que la balance de vente, le prêteur privé va venir vous aider à faire l'achat, diminuer le montant que vous allez avoir besoin. Fait que c'est bien. Fait que l'analyse de l'immeuble est faite. Et puis, c'est quand même... vite, Patrice Ménard. On a dépassé nos budgets en temps. On a des gens qui nous attendent, qui veulent rencontrer Patrice. Je vous souhaite bonne semaine là-dessus. La semaine prochaine, Caroline, qui est-ce qu'on a? Nicolas Ray. On est à Québec. En direct de Québec, je vous promets de meilleur que le dernier direct à Québec, puisqu'il y avait beaucoup de bruit. On sait s'ajuster, on va avoir un meilleur setup. Donc, semaine prochaine, Nicolas Ray qui va nous parler. On n'a pas de sujet encore? On travaille là-dessus. On va parler, Nicolas, avec la mathématique, c'est sûr. Les mathématiques. L'ingénierie financière. C'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. Oui. Puis en détail en plus, vraiment. Good. Donc, je vous laisse là-dessus parce qu'on est débordé dans le temps. Merci de vos questions. Merci d'être là toutes les semaines. Un petit bravo à Caroline aujourd'hui. C'est la première fois qu'on dépassait 100 personnes tout en même temps. On va mettre d'applaudissements. Donc, le groupe va vraiment bien. Ça va vraiment bien. Je suis content de vous avoir avec nous. On va essayer de, semaine en semaine, de vous éblouir. Ça va être difficile de surpasser aujourd'hui, là. On avait vraiment un spécialiste extraordinaire, un ami. Donc, bonne semaine à tout le monde. Caroline, tu peux peut-être nous mettre off the record avant que je me mette à sacrer. Merci à tous. Et en passant, n'hésitez pas à aller liker patriceménard.com. La page Facebook, d'aller mettre un 5 étoiles, ça serait vraiment apprécié là maintenant. Puis, des commentaires positifs sont toujours bienvenus. Merci à tous. Bye les mordus, merci.